que je trouve que l'échange et le partage, c'est la meilleure manière de progresser, bien au-delà de n'importe quelle formation, etc. Pour moi, c'est la vraie formation en temps réel. Donc, pour moi, partager, c'est aussi rendre ce que les autres ont pu partager, ont pu me partager et ont pu m'apprendre. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, votre source numéro 1 pour toutes choses fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Thibaut Soubera, gymnaste, entraîneur de gymnastique et préparateur physique. Thibaut, bienvenue sur le podcast. Salut, enchanté de te rejoindre sur ce super podcast et ravi de partager un bon moment avec toi. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux parler de qui tu es et qu'est-ce que tu fais ? Ouais, pas de souci. Alors, comme tu disais, je suis Thibaut Soubera, je suis gymnaste, plutôt sur la fin de ma carrière. J'ai 25 ans de pratique dans le milieu. Depuis une dizaine d'années maintenant, je suis entraîneur de gymnastique et préparateur physique. Donc, j'ai de la chance de pouvoir être préparateur physique dans différents domaines, dans différents sports. Parmi ces différentes disciplines, j'encadre dans de la pole dance, vraiment sur la partie préparation physique, mais également un petit peu sur la préparation technique. J'ai l'occasion également d'entraîner et de préparer sur la partie uniquement préparation physique des pilotes enduro, que ce soit moto et vélo, et également des pilotes de DH en VTT. Donc voilà un petit peu pour mon champ d'action. Et puis, bien entendu, préparateur physique des gymnastes que j'entraîne, puisque la petite particularité de lorsqu'on est entraîneur de gymnastique, c'est qu'on est également entraîneur, mais préparateur physique également. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de mon background. On reviendra sur ce dernier point parce qu'à mon avis, c'est un point qui est très, très intéressant. Donc, tu as commencé à quel âge la gymnastique ? Alors, j'ai commencé très, très tôt. On me pose souvent la question. Je ne suis jamais capable de vraiment le déterminer pour la simple et bonne raison, c'est que mes parents ont toujours été dans le milieu de la gymnastique et mon papa, en fait, est président du club dans lequel je suis depuis maintenant plus de 25 ans. Donc, je pense que j'ai passé peut-être plus de temps au gymnase que j'ai passé du temps chez moi. Donc, je pense que j'ai attaqué vraiment la gym à partir de 3 ans dans le secteur baby gym. Donc là, c'est vraiment l'éveil aux sensations, l'éveil aux différentes, à la motricité de manière plus générale. Ouais. Et après, la gym, j'ai vraiment commencé, je pense, à 6 ans. Et à 7 ans, je suis rentré au centre départemental. Et là, c'est vraiment là que les choses ont vraiment débuté de manière un petit peu plus sérieuse. Donc, est-ce que tu as commencé au club où ton père travaillait déjà et ensuite tu es C'est parti ? ça, Ok. Et exactement. là, tu es Exactement. Donc, revenu du coup ? ouais, alors j'ai continué en fait à travailler. En fait, je faisais trois jours par semaine au centre départemental et 3 jours par semaine dans mon club d'origine, Ok. dans lequel je suis à nouveau. Et puis après, à partir de mes 16 ans, la scolarité plus les 18-20 heures d'entraînement par semaine devenait compliqué à gérer. Donc j'ai intégré un sport-études sur Lyon où là, je suis passé à un petit peu plus de 20 heures d'entraînement. Mais par contre, j'avais un aménagement scolaire qui était quand même très bénéfique et qui me permettait de gérer un petit peu mieux la scolarité et les aspects sportifs. Et puis après, j'ai continué à Lyon pendant un petit peu plus de 10 ans. Aujourd'hui, je continue à y aller une fois par semaine, mais c'est beaucoup moins fréquent. J'ai continué donc du coup mes études sur Lyon. Et puis après, une fois que j'ai fini mes études et que j'ai décidé, c'était un choix volontaire, de retourner dans ma structure d'enfance. Mon papa étant toujours au club et puis étant donné que c'était le club de mes débuts et où il y avait beaucoup de choses à mettre en place, j'ai décidé d'y retourner pour faire évoluer la structure et puis pour rendre un petit peu ce que cette structure m'avait permis de faire par la suite dans le milieu de la gymnastique. Est-ce que ton père a toujours été président du club ou est-ce qu'il a été lui-même gymnaste, entraîneur ? Quel a été son parcours ? Alors, c'est un petit peu la particularité. Mon père n'a jamais fait de gym vraiment de manière. Voilà, il en a fait à l'école, mais il a jamais fait de la gym en club. Ouais. Par contre, ma mère a pratiqué la gymnastique. Et puis, mon père a toujours été très sportif. Il s'est pris de passion pour la gym. Ma mère encadrait. Et puis, mon père, il a suivi un petit peu le truc. Et après, voilà, il se trouve que il est resté dans le milieu de la gym. Et c'est un milieu qui l'a passionné. Il s'est formé, etc. Et puis voilà, aujourd'hui, il mène la structure de main de maître depuis un peu plus de 25 ans. Ok, donc depuis même tes débuts, il était déjà président Ouais, quand toi, tu exactement, as commencé. exactement, ouais, exactement. Et donc d'évoluer dans ce milieu, on va dire presque un petit peu familial, est-ce qu'il y a eu
des accroches à un moment? Est-ce que ça a toujours été facile entre ton père et toi ou est-ce qu'il y a eu certains passages qui étaient un petit peu plus difficiles que d'autres? Alors, ta question est super intéressante et en plus de ça, ça permettra de pouvoir faire des ponts avec la suite de notre discussion, je pense. Ça n'a pas toujours été facile parce que pour ceux qui connaissent un petit peu être entraîné par son père, c'est jamais facile. Alors, c'était pas forcément compliqué dans la partie gym, dans la partie lui faire confiance sur la planification, etc. Puisque à partir de 7 ans, quand je m'entraînais au centre départemental plus dans mon club, la planification, en fait, c'était le centre départemental qui l'a donné à mon père pour qu'on puisse la suivre. Mhm. Juste une petite parenthèse, en fait, j'étais au centre départemental 3 fois par semaine parce que le centre départemental était à 45 minutes de chez moi de voiture. Donc, du Ouais. coup, c'est pour ça que j'y allais pas 3 fois par semaine. Donc, on a essayé de trouver des aménagements et voilà pourquoi je continue à m'entraîner dans mon club. Mhm. Pour revenir à la question, c'était pas forcément facile tous les jours dans le sens où lorsque on sortait du gymnase, si c'était pas forcément super bien passé, et on rentrait à la maison et on parlait encore de gym et ça des fois ça a été des choses qui ont été un petit peu compliquées à gérer, c'est qu'en fait on décrochait quasiment jamais et même Ouais. encore à l'heure actuelle c'est encore un petit peu ça, on rentre à la maison, le sujet de discussion numéro un c'est le club, c'est la gym, c'est voilà, c'est mais donc des fois c'était un petit peu compliqué parce qu'il suffisait que ça se soit pas bien passé et on rentrait, on remettait ça sur la table, etc. Donc des fois c'était un petit peu compliqué d'arriver à décrocher. Mais de manière générale, franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre. Je trouve que ça s'est vraiment quand même super bien passé. J'ai eu de la chance que mon père soit jamais trop dans l'excès, dans le sens où il m'a toujours accompagné, mais il m'a jamais poussé au-delà des limites, comme pourraient le faire certains, et des fois franchir un petit peu la barrière. Et moi, ça n'a jamais été le cas. Donc, franchement, j'en garde vraiment que des bons souvenirs. Et je pense que ça a créé une relation un petit peu aussi particulière entre moi et mon père et aussi ma mère, hein, parce que ma mère, elle m'a vraiment accompagné aussi dans cette démarche, mais c'était pas elle qui m'entraînait, donc c'était un petit peu différent. Donc, au-delà de tes parents qui étaient très, très présents au fil de cet apprentissage pour toi en gymnastique, quelles ont été tes plus grandes influences comme athlète, comme gymnaste? Alors, moi, j'ai toujours été un passionné de la gym de manière générale et j'ai toujours été, comment dirais-je, un esthète de la gym. Donc, j'ai toujours été passionné par la gym russe parce que la gym russe, c'est la gym de l'excellence, c'est la gym de, voilà, c'est vraiment je pense que c'est vraiment ce qui a influencé, ce qui a guidé quasiment toute ma carrière. S'il y a une référence, c'est Alexei Nemov. Donc, pour ceux qui sont dans le milieu de la gym, ça parlera tout de suite. Multiple médaillé mondial, multiple médaillé olympique. Un gymnaste de référence, plein d'humilité et surtout un gym absolument incroyable. Donc, qui a vraiment guidé, je pense, que toute ma carrière. Et puis, après, on a toujours plusieurs influences, hein. C'est comme si on fait un rapport dans le foot, il y aura les pro Neymar, les pro Cristiano Ronaldo, les pro Messi, mais il y aura toujours plusieurs influences. Je pense qu'on ne peut pas résumer une influence qu'à une seule personne. Et Mhm. moi, c'est un petit peu mon cas. J'ai plusieurs influences. Quels ont été les moments charnières de ta carrière en tant qu'athlète, en tant que gymnaste? Alors, il y en a eu plusieurs, je pense. Le premier, c'est déjà quand je suis rentré au centre départemental, où je venais d'un tout petit club, où les références, notamment chez les masculins, étaient quasiment inexistantes. Donc ça a été vraiment le premier tournant de ma carrière, où là, je suis rentré dans une structure avec des athlètes au-dessus de moi par rapport au niveau et par rapport à l'âge Mhm. qui m'ont permis de découvrir vraiment la gymnastique. Alors, peut-être pas la gym de haut niveau, mais en tout cas, la gym de performance et avec un certain niveau, le niveau national, etc. Donc, ça a été vraiment le premier tournant. Et ensuite, le deuxième gros tournant de ma carrière, c'est quand je suis arrivé à Lyon, où là, je suis vraiment rentré dans une autre dimension parce que j'ai commencé à côtoyer déjà. J'ai fait la rencontre d'un entraîneur absolument incroyable qui a été l'un de mes mentors principaux pour la suite de ma carrière. Et là, j'ai commencé vraiment à côtoyer des athlètes de très haut niveau et je pense que ça a été le deuxième tournant. Et ce deuxième tournant, il a été dans le sens où je me suis rendu compte que j'étais capable de faire certaines choses de vraiment bien. Commencer à côtoyer des athlètes vraiment de très haut niveau, ça permet de donner déjà une inspiration et s'entraîner dans un groupe où il y a vraiment une émulation et un très haut niveau tous les jours au quotidien. Là, ça permet vraiment, vraiment, vraiment de franchir des caps et de se dire finalement, pourquoi pas moi?
Et là, je pense que ça a été vraiment le deuxième gros tournant et peut-être le plus important de ma carrière. Je continue à parler de toi, ce que tu as fait et ensuite de ta transition de gymnaste à entraîneur. Mais Ouais. je vais revenir sur un point que tu as mentionné qui est très intéressant pour moi, c'est celui de l'environnement, de l'entraînement des autres athlètes qui sont autour de toi, la culture dans laquelle tu évolues qui va te permettre de vraiment monter d'un cran, deux crans, trois crans. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça et de l'importance de se mettre dans des situations qui vont nous permettre d'aller au-delà de nos propres limites plutôt que de se limiter à des environnements qu'on maîtrise, où on est vraiment un peu le boss si on veut, et au final, on stagne si on veut. Exactement, ouais. En fait, je pense que ce qui fait une grosse différence, et on en reparlera peut-être un petit peu par la suite, l'environnement et la notion de dynamique, en fait, de dynamique positive, alors que ça soit une dynamique positive. Alors, des fois, ça peut être aussi une dynamique négative, mais c'est beaucoup plus souvent positif. Je pense que, ouais, moi, en tout cas, ça m'a vraiment aidé parce que je suis quelqu'un qui marche énormément à la motivation, à la stimulation. Et je pense que ça a été vraiment quelque chose de très important quand je suis arrivé à Lyon. Je l'ai vraiment ressenti. Et le fait d'être dans une structure où le niveau est tellement important et où il y a tellement une dynamique de la performance et la culture du résultat. Parce que ça, Mhm. je pense que c'est vraiment très intéressant. Si on compare notamment par rapport à tout à l'heure, je parlais du foot. Là, si on veut repartir sur le foot, Dieu sait si je ne suis pas forcément un passionné, mais je pense que, enfin, on le voit aujourd'hui, par exemple, avec le Paris Saint-Germain, il n'y a pas une véritable culture de la gagne. Il n'y a pas une véritable culture du résultat comme il peut y avoir dans des grands clubs comme le Real de Madrid, comme il peut y avoir dans les grands clubs anglais, dans les grands clubs italiens. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est un facteur limitant. Et moi, je pense que ça aurait été un facteur limitant si j'avais pas eu l'occasion justement d'être dans une structure de très haut niveau. Donc, je pense que oui, ça a une influence capitale dans la performance d'être entouré de gens qui sont tous les jours à la recherche de la performance. Et en plus de ça, moi, je pense que dans la structure dans laquelle je suis arrivé à Lyon, j'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs qui nous ont appris cette culture-là et qui tous les jours, nous ont maintenus dans cette culture-là. Parce que c'est très facile hein, après de lâcher. Hein. C'est très facile de divaguer, de partir à droite, à gauche. Mais quand tous les jours, on vous rappelle à l'ordre en vous disant, tu es ici, tu sais pourquoi tu es là et tu dois performer tous les jours. Tous les jours où tu mets les pieds dans le gymnase, tu dois performer, tu dois donner le meilleur de toi-même. Ouais, ça change vraiment, vraiment la donne. Et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye d'inculquer à mes athlètes. Cette culture de l'entraînement, cette culture de l'effort. Et aujourd'hui, moi, je me rends compte que ça a été vraiment, vraiment ultra bénéfique parce que c'est quelque chose que je peux transférer dans mon métier au quotidien. Et c'est quelque chose, en tout cas, que j'essaye d'inculquer aux athlètes que je peux encadrer. Donc, comme on l'a dit au début et tu l'as mentionné plusieurs fois, tu es non seulement gymnaste, mais aussi entraîneur de gymnastique et préparateur physique. Exactement. Comment est-ce que cette transition s'est passée de athlète à coach? Ça s'est fait de manière assez naturelle dans le sens où j'ai toujours aimé l'entraînement, j'ai toujours aimé essayer de guider les autres en fait. Même dans les équipes dans lesquelles j'ai été, j'ai toujours eu un petit peu un rôle de leader, de meneur. Mais là, enfin, la notion de devenir entraîneur a toujours existé, je pense, en moi. Après, après avoir passé mon bac, en fait, j'ai fait 2 ans d'école de commerce parce que ça m'intéressait vraiment aussi. Et puis qu'on était vraiment dans la culture de il faut faire des études, etc. Et puis en fait, je me suis rendu compte au bout de 2 ans d'école de commerce que non, ma vie allait se passer dans l'entraînement. Donc, ben, comme beaucoup, j'ai passé mon, mon brevet professionnel d'entraîneur gym avec plusieurs diplômes tels que le monitorat, etc. Et puis après, je me suis vraiment rendu compte que voilà, ma carrière, elle était tracée, elle était là-dedans. Donc la transition s'est faite de manière assez naturelle et assez évidente en fait. Est-ce que tu peux parler un petit peu de l'évolution de tes croyances et tes pratiques dans la gymnastique au fil de ta carrière, en passant d'athlète, où tu as commencé très jeune, ensuite coach, entraîneur de gymnastique, préparateur physique, et quelles sont les choses principales qui ont changé pour toi, que tu voyais peut-être comme bénéfiques au début et que par la suite tu as changé d'avis? Ouais, alors comme je disais, durant ma carrière, j'ai eu 3 entraîneurs et après il y a eu des personnes aussi autour périphériques qui ont permis d'influencer un petit peu ma vision des choses, ma manière de faire, d'interagir dans ma pratique et aussi après dans ma pratique en tant qu'entraîneur. Euh, j'ai eu un premier entraîneur qui était assez directif, assez dur, qui a été même très dur.
avec moi et avec mon groupe d'entraînement. Après, avec du recul maintenant, je sais que c'était dans la normalité et que finalement, pour aller vers le haut niveau, c'est ce qu'il fallait. Euh, sur les croyances, j'ai toujours su en fait que la gym était un sport particulièrement exigeant. La grosse difficulté en fait que j'ai rencontrée au début et je pense qu'il est en train de finalement de changer aujourd'hui. Alors là, on n'est plus forcément sur des croyances, mais on est plus sur la dynamique de ma discipline. Mhm. C'est que moi, quand j'ai pratiqué, quand j'étais à l'âge de 12-13 ans, c'était très compliqué, notamment au collège et dans l'environnement familial, de dire ouais, je pratique la gym. Forcément, on est sujet aux moqueries au collège parce qu'à cet âge-là, les moqueries vont bon train. De dire ouais, c'est un sport de filles, t'es dans une tenue où tu as un pantalon moulant, etc. Donc, c'est des trucs qui n'ont pas forcément un gros impact chez certains, mais qui, chez d'autres, peuvent avoir un impact assez important. Chez moi, ça Mhm. m'a jamais trop touché, dans le sens où moi, j'étais tellement passionné de mon sport que finalement, ça m'affectait pas trop. Par contre, il y en a d'autres qui ont craqué à cause de ça, parce que sujet aux moqueries, etc., permanente. Donc là, c'est plutôt vraiment en rapport avec la discipline et non plus par rapport trop aux croyances. Euh, Par rapport aux croyances, moi, j'ai jamais trop eu de croyances, c'est-à-dire que je me suis jamais trop défini une idée de la gym. J'ai Mhm. plutôt pris la gym telle qu'elle venait au fur et à mesure et j'ai évolué par rapport à ce que me dictait un petit peu la gym. C'est plutôt dans ce sens-là et c'est pas moi qui me suis mis dans une dynamique par rapport à mon environnement. J'ai vraiment dicté la gym telle qu'elle venait à moi au fur et à mesure. Après, ça n'a jamais été là où ça a été le plus compliqué d'évoluer dans ce milieu, ça a été l'environnement, que ce soit l'environnement scolaire ou même parfois l'environnement familial. On en parlait tout à l'heure de l'environnement qui peut parfois être négatif dans une carrière, Mhm. notamment par rapport au fait de s'entraîner beaucoup, parce que je suis dans un sport à haut volume, à très haut volume d'entraînement. Et moi, à 12-13 ans, j'étais déjà à 16-17 heures d'entraînement par semaine. Donc, pour le commun des mortels, je te laisse imaginer les réactions des gens. De toute façon, il pense qu'à ça, il n'y a que ça dans sa vie, il va louper sa scolarité, il n'aura pas de copains, etc. Résultat des courses, j'ai absolument pas loupé ma scolarité, j'ai une scolarité tout à fait normale. J'ai des amis, certes, qui sont dans le milieu de la gym, mais voilà, c'est un milieu particulier. C'est le milieu de la performance. J'estime pas avoir été athlète de niveau parce que j'ai jamais fait les championnats du monde ou les jeux, même si j'ai été à un très bon niveau national. Mais par contre, voilà, j'ai eu les contraintes quand même du haut niveau parce que des très hauts volumes d'entraînement, parce qu'il n'y a que ça qui compte et parce que voilà, ma vie s'est fondée là-dessus. Aujourd'hui, je ne le regrette absolument pas parce que ça m'a donné des bases de vie absolument incroyables. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mhm. Mais pour rejoindre un petit peu ta question, croyance, non. Par contre, en effet, le fait d'avoir eu diverses cultures d'entraînement. J'ai eu la chance d'avoir eu pendant quelques années un entraîneur qui était d'origine roumaine sur tous les aspects chorégraphiques, sur les aspects souplesse, tenue de corps. Et après, j'ai eu l'influence russe. Donc, j'ai eu deux influences. En plus, ces personnes-là ont entraîné dans l'ancien bloc de l'Est. Donc, j'aime autant te dire qu'en termes de rigueur et en termes d'exigence, on touchait vraiment les sommets, quoi. Mais ça, par contre, oui, ça a influencé ma manière de me comporter, ma manière d'agir, etc. Et oui, je pense qu'il y a une influence par rapport à ça. Mais sinon, des croyances, non, je pense pas que ça ait trop changé au fil de ma carrière. En tout cas, la gym est restée un petit peu la même. Par contre, ce qui a changé, c'est vraiment les évolutions sociologiques. Là, on se rend compte que la sociologie et l'environnement actuel n'est plus forcément trop en raccord avec les exigences de la gym de performance et du sport de performance de manière globale, et surtout en France. Je sais que tu as reçu Guillaume il y a quelques jours, voire une ou deux semaines, Mhm. et lui est le premier aussi par rapport à l'univers CrossFit, peut-être qu'on en parle un petit peu après, Mhm. à le dire que les évolutions sociologiques ont modifié les comportements dans l'activité. Donc pour aller un petit peu plus loin là-dedans, c'est un sujet très intéressant à mon avis. Comment est-ce que tu aides tes athlètes à gérer toutes ces contraintes de la gymnastique, que ce soit les avis extérieurs, comme tu as dit, potentiellement les moqueries, etc., le temps qu'il faut dédier à l'entraînement pour pouvoir vraiment performer dans un sport comme ça. Comment tu aides tes athlètes à gérer ça? Alors, je les aide surtout par rapport à mon parcours
j'essaye souvent de faire des parallèles à mon parcours sans apporter de comparaison, même si des fois, j'aime à leur répéter qu'ils ont beaucoup plus de talent que moi j'en avais au même âge, parce que c'est une réalité. J'essaye toujours d'être assez cash, assez direct avec eux. Je fais partie des entraîneurs qui restent des entraîneurs assez rigides, assez durs, Mhm. même si il y a un double tranchant parce que je suis assez rigide dans ma manière d'entraîner, c'est-à-dire dans mon niveau d'exigence. Par contre, je suis assez souple dans ma manière d'entraîner. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en tout cas, j'ai une ligne directrice qui est très structurée, très rigide. Mais par contre, après, la manière d'appréhender et d'aborder les choses et de gérer l'entraînement au quotidien, j'essaye d'être de plus en plus souple et de plus en plus flexible pour répondre justement aux exigences que ces enfants peuvent rencontrer au quotidien. Parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais les athlètes que j'entraîne, il y en a certains qui ont 6 ans, surtout chez les plus petites. Les garçons, ils sont un petit peu plus âgés, mais en tout cas, chez les petites, j'ai des petites à partir de l'âge de 6 ans. Et à partir de l'âge de 6 ans, bah voilà, elles commencent déjà à s'entraîner entre 6 et 7 heures par semaine. Donc, c'est déjà un Mhm. volume d'entraînement qui est assez important Mhm. pour leur âge. Donc, j'essaye en fait, comme je le disais, de faire des parallèles entre ma carrière et la leur en leur disant que ils ont beaucoup plus de talent que moi sur les notions techniques, sur les notions même physiques, acrobatiques, etc. Mais par contre, je leur dis souvent que moi, j'ai eu l'opportunité de réussir dans ce milieu-là parce que j'étais un très gros travailleur. Pas parce que j'avais des qualités, mais plus parce que j'avais des qualités de travail plus que des qualités techniques ou physiques. Donc ça, j'aime souvent leur rappeler pour valoriser le fait qu'ils puissent avoir des qualités, mais qu'à un moment donné, les qualités et les facilités sans le travail, et ben forcément, il y a un moment donné où ça va poser un problème. Donc ça, c'est la première notion que j'essaie de leur inculquer, la valeur travail, l'importance de la valeur travail. Et puis, la deuxième chose, c'est que j'essaye d'être au tout début où j'entraînais, en fait, je prenais pas assez en compte, je pense, les facteurs environnants. Et parce que moi, je me suis rendu compte que chez moi, ça n'avait pas forcément impacté. Je savais exactement ce que je voulais, sauf que je me rends compte qu'aujourd'hui, les enfants, ils n'ont pas forcément la même dynamique que moi, je pouvais avoir au même âge. Mhm. Et même s'ils ont peut-être un petit peu plus de confort dans leur quotidien que moi, je pouvais en avoir, eh ben, je me rends compte que les temps ont changé et qu'il faut apporter et accorder de l'importance aux facteurs environnementaux, même si moi, ce n'était pas forcément quelque chose d'important, je savais où je voulais aller, et ben, ces enfants-là, ils ne sont pas forcément dans mon cas de figure. Donc, des fois, au début de ma carrière, je serais tenté de dire, j'ai été piégé par ça, par le fait de vouloir trop assimiler leur carrière à la mienne. Et aujourd'hui, je suis arrivé à m'en détacher, même s'il y a encore des fois où je raccroche un petit peu ma carrière à la leur. Euh, mais j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça et j'essaye aujourd'hui de beaucoup différencier leur carrière et la mienne. Et j'essaye souvent de me remettre en tête des propos que mon entraîneur actuel avait pu me tenir en me disant, de toute façon, tu ne seras jamais véritablement entraîneur tant que tu seras encore athlète. Et je pense que cette réflexion est vraiment intéressante parce que c'est quelque chose que je me rends compte aujourd'hui, c'est que le niveau d'exigence que j'ai envers moi en tant qu'athlète, puisque je le suis toujours, même si je suis plus sur la fin que sur le début, je me rends compte que ce niveau d'exigence que j'ai envers moi-même, c'est quelque chose que j'impose à mes sportifs. Alors, d'un côté, c'est très bien parce qu'il y a des sportifs qui sont capables de le supporter. Et même pour certains, c'est un guide, c'est une référence. Je suis une référence pour eux. Et pour d'autres, eh ben, c'est trop dur, c'est trop violent à accepter. Et c'est pas dans leur caractère, c'est pas dans leur manière de fonctionner. Mhm. Et donc, dans ce cadre-là, comment est-ce que et dans ces temps qui ont changé, comme tu as dit, on ne peut plus coacher les enfants à l'ancienne et ça ne peut plus être entre guillemets, si on veut caricaturer, la dictature que ça pouvait être avant. Comment est-ce qu'en 2020, tu instaures une culture de performance tout en prenant en compte, comme tu as dit, tous ces facteurs environnementaux, les différentes personnalités à qui tu as affaire avec les enfants, des enfants très jeunes aussi parfois. Comment tu gères tout ça? Eh ben, comme je te disais, j'essaye de beaucoup travailler au niveau, beaucoup travailler au feeling en fait. Mhm. Après, avec le temps, l'expérience, ça nous permet de mieux appréhender, de mieux interpréter aussi.
les difficultés que peuvent rencontrer ces enfants-là et les différents athlètes qu'on a au quotidien, parce que j'encadre des enfants, mais j'ai aussi des athlètes adultes en termes de préparation physique, et que ce soit dans l'entraînement technique comme dans la préparation physique, c'est des choses qu'on retrouve. Et j'essaye de beaucoup plus prendre en compte le niveau de forme au quotidien. Par exemple, ce que j'ai mis en place avec les athlètes que j'entraîne, c'est un petit système de wellness. En fait, en leur demandant chaque jour de remplir, ils ont un petit fichier à remplir dans lequel ils doivent noter plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, on a le facteur sommeil, s'ils ont un sommeil qui est correct. Donc, chaque jour d'entraînement, ils doivent remplir ce petit document. Leur niveau de sommeil, leur niveau de fatigue du jour, leur niveau d'humeur, parce qu'on sait que l'humeur aussi est très fluctuant, et j'en reparlerai un petit peu plus par la suite. Je peux déjà en donner certaines pistes à l'instant. Oui, c'est notamment chez les filles, à partir de 13, 14, 15 ans, quand on commence à avoir le système hormonal qui commence à se mettre en place, notamment le système quand elles commencent à avoir leurs règles. Là, on sait que les humeurs vont être plus fluctuantes chez certaines. Donc, il va y avoir des jours où ça va être plus compliqué à gérer, d'autres où ça sera un petit peu plus facile. Et le dernier facteur, c'est le facteur de stress aussi, que je prends en compte, parce qu'on se rend compte que sur certaines périodes scolaires, les enfants sont plus stressés dans des périodes d'évaluation, dans des périodes d'examen. On se rend compte que ce facteur-là a une grosse influence sur le niveau de performance. Et donc, du coup, ces différents paramètres, j'essaie de m'en servir pour mettre en place ma dynamique d'entraînement. Alors, je ne m'en sers pas forcément toujours sur l'instant T de ces facteurs, même si ça me permet de guider. Quand elles ont rempli leur petit fichier, je vais jeter un coup d'œil. Mais ça m'a permis de mettre en place certaines choses dans le moyen et long terme. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce document, ça fait 3-4 ans que je l'ai mis en place à l'entraînement. Et aujourd'hui, ça me permet d'avoir des tendances. J'ai mis en fait des courbes en place, j'en ai tiré quelques petites statistiques, même si c'est des statistiques relativement simples et qui peuvent être, qui ne seront pas forcément toujours justes, mais en tout cas qui donnent une véritable tendance. Et je me suis rendu compte que tous les athlètes avaient relativement une courbe similaire, avec des niveaux de fatigue qui arrivaient au même moment. Et du coup, ça m'a permis de me dire, à tel moment, on sait qu'il y a des niveaux de fatigue qui vont être plus importants dans la saison. Donc, on va décharger un petit peu la charge d'entraînement. On va être peut-être plus sur la technique à ce moment-là. Sur d'autres périodes, on va mettre un petit peu plus l'accent sur la partie physique. Donc là, ça va jouer vraiment sur la programmation, et ça me permet d'avoir une programmation qui est de plus en plus pertinente et qui colle de plus en plus à la réalité de terrain. Parce qu'après, il y a toujours l'aspect, ce qu'on voit en formation. Je sais que tu as longuement échangé aussi avec Guillaume, et je le rejoins complètement sur ce qu'on peut voir en formation, et puis après la réalité de terrain qui n'a parfois absolument rien à voir. Dans la gym, des fois, on a tendance à aller faire beaucoup de stages en structure de haut niveau, mais on se rend compte que la réalité de la structure de haut niveau en termes d'organisation, et la réalité du petit club comme moi, dans la réalité dans laquelle moi je peux être, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et même sur les facteurs psychologiques, physiologiques, ce qu'on voit en formation, ça ne colle pas forcément toujours à la réalité terrain, même si ça donne une tendance. Donc, voilà un petit peu sur quoi j'essaye de jouer. Je vais revenir sur un point que tu as mentionné, notamment les cycles hormonaux pour les filles avec qui tu travailles à partir de ces 12, 13, 14 ans. Est-ce que tu arrives à avoir assez de confiance avec tes athlètes pour avoir une conversation ouverte là-dessus? Est-ce que c'est au travers du questionnaire? Comment est-ce que tu as instauré cet échange qui, à mon avis, est très, très important? Je veux dire, je fais pareil avec mes clientes aussi, avec qui je travaille, je sais qu'il y a 5-10 jours dans le mois où on va peut-être pas avoir les mêmes niveaux d'énergie, il va falloir adapter l'entraînement, et je pense qu'instaurer une atmosphère de confiance autour de ça est très, très important pour qu'elles se sentent assez à l'aise pour en parler justement, et pas juste le cacher, parce qu'il n'y a pas de raison de le cacher. Donc, comment est-ce que toi, tu gères ce sujet un petit peu sensible? Alors, c'est un sujet extrêmement intéressant, et qui est parfois assez compliqué à gérer pour les entraîneurs. Et d'autant plus que quand on est un entraîneur masculin pour entraîner des féminines, c'est pas forcément toujours évident. Alors moi, c'est assez simple. Je suis quelqu'un de relativement cash, et j'essaye de beaucoup dédramatiser sur le ton de la rigolade. Je leur fais très vite comprendre en fait que je sais ce que c'est. J'ai eu une sœur, j'ai eu des copines aussi,
et qu'à un moment donné, c'est des choses qui sont complètement naturelles et que je sais ce que ça implique sur l'organisme. Donc, forcément, les premières fois, les premières règles, etc., des fois, c'est forcément toujours un petit peu délicat à aborder, mais je leur fais très vite comprendre que je sais ce que c'est, je suis au courant, je sais que ça peut arriver, etc. Et j'essaye de très vite dédramatiser. Et ça marche relativement bien. Lorsqu'on dédramatise assez rapidement, elles savent qu'il y a un moment en fait où à l'entraînement, quand je suis entraîneur, je suis entraîneur. J'ai une certaine attitude, j'ai une certaine exigence, etc. Mais elles me connaissent aussi à côté, dans la vie à côté. Et elles savent que j'adore rigoler, j'adore être dans la déconne. Elles savent que par contre, quand on est à l'entraînement, ça ne déconne pas. On est là, c'est mon boulot. Je suis là pour les encadrer. On est là pour booster. Et même si voilà, ça n'empêche pas qu'il y ait des moments un peu plus relax à l'entraînement. Mais en tout cas, elles savent qu'à côté de l'entraînement, elles me connaissent à côté de l'entraînement et elles savent qu'on peut discuter à côté de l'entraînement. Et ça, c'est très important. Ça fait partie aussi du métier d'entraîneur. Et c'est ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Et même les parents ont du mal à comprendre en se disant mais tu as une relation qui est ultra particulière. Des fois, on a l'impression que tu es un petit peu le deuxième papa, etc. Mais c'est normal. C'est des enfants, des fois, que je vois plus que leurs parents dans une semaine. Si on prend la semaine du lundi au vendredi, il y a des athlètes que je vois plus que leurs parents. Donc forcément que j'ai une influence qui est absolument énorme. Et si on n'arrive pas à établir un lien de confiance fort, c'est compliqué. C'est compliqué et ça permet vraiment de mener à la performance. Les athlètes que j'ai pu amener vraiment à un bon niveau et qui ont eu un gros niveau de performance, c'est des athlètes avec qui j'avais un niveau de confiance qui était réciproque d'ailleurs, qui était bien au-delà de la norme et avec qui j'avais créé une relation d'affect vraiment très, très importante. Cette relation d'affect, elle ne peut pas se lier avec tout le monde. Ça, c'est quelque chose que certains entraîneurs ont un petit peu du mal à accepter. Et dans le sens où il y a des enfants qui ont besoin d'énormément d'affect, mais cet affect, on ne pourra pas l'apporter à tout le monde en fait. Et ça, c'est vraiment particulier et il faut l'accepter. Il y a des athlètes avec qui on peut avoir un affect extrêmement fort et c'est ce qui nous permettra d'aller vers la performance et d'autres avec qui ça sera compliqué. Pour rejoindre ce que tu me demandais, ce que tu me posais comme question tout à l'heure, moi, par exemple, je sais que j'ai un lien d'affect avec mon entraîneur qui est absolument énorme. C'était très compliqué au début parce que moi, je suis quelqu'un qui marche énormément à l'affectif. Et au début de ma carrière, quand je suis arrivé à Lyon, pendant 3-4 mois, j'ai été livré, mais totalement à moi-même. Mais c'était totalement volontaire de sa part. Et au bout de 3 mois, il m'a dit « Ok, gars, c'est bon. T'as fait tes preuves. Tu m'as montré que tu étais un bonhomme. Ok, on va pouvoir travailler ensemble. » Par contre, à partir de ce moment-là, jusqu'au jour où finalement j'ai eu un petit peu son respect en tant qu'athlète, il s'est écoulé 10 ans. 10 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 1 ou 2 ans maintenant, il m'a dit Ok, aujourd'hui, j'ai un véritable respect pour ce que tu as fait dans ta carrière gymnique et pour ce que tu es devenu. Il y avait finalement un sentiment de fierté par rapport aux valeurs qu'il avait essayé de m'inculquer, de se dire Ok, finalement, j'ai réussi ma mission. Aujourd'hui, tu es quelqu'un de bien, je sais ce que tu as fait, je respecte ton parcours en tant que sportif, en tant qu'homme et en tant que professionnel. Et pourtant, Dieu sait si au début, ça a été très compliqué quand j'ai commencé à entraîner parce que j'étais vraiment sous le feu des critiques parce qu'il était tellement critique avec mon travail et c'était tant mieux. Et c'était tant mieux. Je le remercie aujourd'hui d'avoir été tellement critique et de m'avoir vraiment poussé dans mes retranchements parce que ça a augmenté mon niveau d'exigence en tant qu'entraîneur, en tant qu'athlète et en tant qu'homme au quotidien. Et je le remercie. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye aussi de faire avec les athlètes que j'ai. Et c'est pour ça que la relation est si particulière et que les parents, des fois, ils ont vraiment du mal à comprendre et parfois même du mal à accepter. Ils ont vraiment du mal à accepter ça. Ouais, c'est intéressant, c'est un point que je voulais aborder avec toi, donc c'est bien que tu l'amènes. L'importance d'avoir confiance en son coach, donc au sens large, pas nécessairement juste dans la gymnastique, mais quand on est dans un sport. Est-ce que tu peux C'est parler un petit peu capital. plus de ça? Ouais, alors je te rejoins complètement sur cette dynamique de confiance. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a deux manières de créer de la confiance avec ces athlètes. Alors les deux sont pas forcément. Il y en a une des deux qui est pas forcément véridique. Véridique au sens où je vais m'expliquer, ça va être plus simple. La première notion, c'est lorsqu'on a été athlète, qu'on a un certain palmarès, qu'on a un certain aura dans sa discipline, ça permet déjà de créer de la confiance. Avoir quelqu'un qui a réussi, qui a eu du résultat, ça permet déjà d'être un premier gage de confiance.
Mais cette vision-là est aussi un peu perverse dans le sens où ce n'est pas parce qu'on a été bon athlète qu'on sera forcément un bon entraîneur. J'ai vu un post là, ces jours-ci sur Instagram très drôle qui disait est-ce que vous confieriez vos dents à quelqu'un qui a une jolie dentition? Bah non, pas forcément. Donc ça remet en perspective. C'est pas parce qu'on a une jolie dentition qu'on va savoir soigner des dents. Et ben c'est un petit peu la même chose. C'est pas parce qu'on a été bon athlète qu'on sera bon entraîneur. Et à côté de ça, il y a des athlètes, des entraîneurs, pardon, qui n'ont pas forcément été des super athlètes. Moi, j'estime pas avoir été un excellent athlète, même si j'ai eu une bonne carrière. Je suis très fier de la carrière que j'ai eue et j'ai eu mes petits résultats. Et aujourd'hui, j'en suis très fier. J'ai pas été un athlète de très haut niveau. Mais il se trouve qu'il y a des athlètes qui ont été à un niveau inférieur au mien et qui aujourd'hui sont d'excellents entraîneurs parce que c'est des passionnés de l'entraînement. Et ça, j'y reviendrai, la passion de l'entraînement plus que la passion de son sport, ça, c'est véritablement important. Donc ça permet déjà de mettre une première autorité naturelle, entre guillemets. Et après, il y a le résultat en tant qu'entraîneur, ce qu'on a fait en tant qu'entraîneur. Ça, c'est la deuxième chose qui permet d'asseoir un petit peu un niveau de confiance et de se dire ouais, ok, le gars, il a eu des résultats avec ses athlètes. Ok, je pense que je peux lui faire confiance. Moi, ça a été un des facteurs importants quand je suis arrivé à Lyon. Je connaissais déjà un petit peu le personnage assez atypique, assez rock. Hein. C'est un peu le Philippe Lucas de la gymnastique, donc ça permet de recentrer un petit peu le personnage. Et je me suis dit, ok, je pars là-bas, mais je sais que je peux avoir totalement confiance parce que quand je sais les athlètes qu'il a sortis, le parcours qu'il a et le palmarès qu'il a en tant que sportif, mais surtout en tant qu'entraîneur, ok, je peux foncer les yeux fermés. Et c'est pour ça en fait que je pense qu'au début que je suis arrivé à Lyon et que les 3 premiers mois où c'était très compliqué, je me suis vraiment rattaché à ça en me disant, je sais où j'ai mis les pieds, je peux lui faire confiance. Même si la méthodologie me paraît un peu particulière, je vais faire confiance. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que je retrouve avec certains athlètes que j'encadre, alors que ce soit des enfants, des adolescents, mais également des adultes, parce que j'encadre également des adultes sur la préparation physique. Les vecteurs psychologiques ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, on se rend compte que les gens à l'âge adulte ça se base beaucoup plus sur le palmarès, ce qui peut paraître paradoxal, alors que les enfants auront beaucoup plus confiance au fait de dire ouais, mais il a déjà entraîné telle ou telle personne, il a déjà fait ça avec ses athlètes précédemment. Donc, ce qui est assez paradoxal parce que si on est vraiment dans la réflexion, l'adulte aurait peut-être plus de capacité de réflexion à se dire bah, écoute, si son système il a marché avec d'autres, bah, je peux lui faire confiance. Mais non, il ne se raccroche pas du tout à ça. Il se raccroche beaucoup plus au palmarès qu'on peut avoir qu'aux véritables qualités d'entraîneur. Et c'est assez marrant parce que ça fait quelques semaines que j'encadre et que je fais de la programmation dans l'univers CrossFit. Et les gens, la première chose, ils me disent ouais, on a vu ton palmarès, alors que j'ai pas un palmarès, jamais été olympien, jamais fait champion du monde. Mais par contre, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est la force des réseaux sociaux, c'est que ça permet vite de voir à qui on a affaire. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de fake, mais si on est assez intelligent, qu'on arrive à recroiser, recouper les informations, on arrive vraiment à faire le tri du faux et du vrai. Mais on se rend compte que les adultes sont beaucoup plus comment dirais-je, beaucoup plus influencés par le palmarès que par la véritable notion de qualité dans l'entraînement. Donc, c'est assez étonnant d'ailleurs. C'est très, très intéressant comme point parce que je te rejoins. C'est comme si et je caractérise un petit peu, enfin, je généralise un petit peu, mais c'est vrai que les coachs, en tant que coach, des fois, on se dit ah ouais, il faut que je montre ce que je peux faire pour montrer que je vaux quelque chose en tant que coach, alors qu'en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Comme tu as dit, c'est être athlète et être coach, c'est deux choses qui sont différentes. Ça ne veut pas dire que tu es bon dans l'un parce que tu es bon dans l'autre et vice-versa. Tu penses que ça vient d'où un petit peu cette déconnexion entre, si on veut, la réalité où les coachs pensent qu'en fait, pour montrer qu'ils sont bons comme coach, il faut qu'ils montrent qu'ils sont capables de faire des choses en tant qu'athlète qui, en fait, n'est pas nécessairement lié. Bah, moi, je pense que j'ai été enfin, alors, pour le coup, c'est mon avis et qui n'engage que moi. Moi, je pense que j'ai été un petit peu, et je vais dire victime de ça. C'est qu'en fait, au début qu'on commence et lorsqu'on a des choses à prouver, eh ben, on essaye toujours de mettre en avant son palmarès, comme tu disais, hein, son palmarès, qui on est, le fait de vouloir toujours montrer son travail. Moi, aujourd'hui, j'adore.
je reviendrai juste après sur notre sujet. Mais Mhm. aujourd'hui, moi, j'adore partager. Donc, c'est-à-dire que pour les gens qui me suivent sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ils vont se dire ouais, mais il est obligé d'en étaler, il est obligé d'étaler sa science pour montrer sa compétence. Absolument pas. Mais absolument pas. C'est pas du tout l'objet du partage que je fais. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'adore partager et c'est pour ça que j'ai tout de suite dit oui à ton invitation parce que je trouve que l'échange et le partage, c'est la meilleure manière de progresser, bien au-delà de n'importe quelle formation, etc. Pour moi, c'est la vraie formation en temps réel. Donc, pour moi, partager, c'est aussi rendre ce que les autres ont pu partager, ont pu me partager et ont pu m'apprendre. Pour moi, c'est vraiment ça l'idée. Mhm. Par contre, pour rejoindre notre sujet de discussion et ta question, je pense que n'importe quelle personne, au début, a besoin d'un sentiment de reconnaissance. Moi, le premier, et j'en parlais juste avant, j'avais le besoin de reconnaissance finalement de la personne qui m'avait formé, de mon entraîneur, qui a été et qui est toujours et qui restera, je pense, mon mentor, de lui montrer et de prouver finalement que, regarde, je suis capable de faire, je suis capable de transmettre ce que tu m'as appris. Donc, il y a vraiment, je pense, ce sentiment de reconnaissance. Et comme je le disais tout à l'heure, pour moi qui suis quelqu'un qui marche énormément à l'affect, ce besoin de reconnaissance, et je pense qu'il est important chez n'importe quel être humain, même des gens qui se sont construits par eux-mêmes, etc. Personne ne pourra nier que le sentiment de reconnaissance chez l'être humain est indispensable. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Mhm. Par contre, après, je pense qu'avec le temps, on se rend compte que seul le travail quotidien, l'avancement quotidien permet d'avoir la reconnaissance, déjà d'une, et permet de donner véritablement un ordre d'idée de qui on est. Euh, c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, j'ai eu une discussion avec une stagiaire que j'ai dans le club là, qui est en formation en BPGEPS et qui me disait ouais, mais regarde, depuis un petit 6 mois, regarde comme c'est en train d'exploser pour toi. Je lui dis non, c'est pas en train d'exploser. Je lui dis en fait, c'est les graines qu'on a semées pendant une dizaine d'années. Et en effet, j'ai eu des opportunités là sur ces 6 derniers mois qui sont absolument incroyables. Tu me reçois aujourd'hui, j'ai l'occasion et la chance d'être reçu par, je pense que ça va te parler, Aurélien Broussal-Derval pour enregistrer des podcasts, Ouais. qui est une sommité du monde de la préparation physique et qui m'a reçu dans son podcast. Donc c'est incroyable. J'ai de la chance Mhm. de travailler aujourd'hui avec Guillaume qui est l'une des références dans le milieu du CrossFit en France aujourd'hui. Donc c'est absolument incroyable. J'ai la chance de côtoyer des personnes incroyables. Mais avec du recul, je me dis, c'est vraiment les graines que tu as pu semer pendant 10 ans. Et aujourd'hui, ça tombe. C'est vrai que j'ai de la chance parce que tout tombe un petit peu en même temps. Mais je reste vachement les pieds sur terre. Et j'essaye de garder beaucoup de recul et beaucoup d'humilité par rapport à ça en me disant, OK, c'est le fruit de ton travail, mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je me dis, waouh, c'est génial, j'ai été sur le podcast d'Upside Strength, j'ai été sur le podcast d'ABD Podcast, je travaille avec Guillaume Guillou. Si je m'arrête là, je pense que ça ne fonctionnera pas. Mhm. Et par rapport à ça, je garde beaucoup de recul et beaucoup d'humilité en me disant, OK, c'est un pas de franchi, ça va me permettre de progresser encore. Mais je pense que l'échange et le partage, c'est quelque chose de super important. Je pense que ça guide vraiment mon quotidien et j'essaye de beaucoup partager plus que de vouloir maintenant influencer. J'essaye d'influencer par le mindset, mais ce n'est pas ma vocation première. Ma Mhm. vocation première, c'est plutôt de me dire, eh ben, si je peux aider certaines personnes, certains jeunes entraîneurs, comme moi j'ai pu l'être, même si aujourd'hui j'estime toujours qu'avec 10 ans d'expérience, je suis un bébé dans l'entraînement, je suis un bébé dans le game, entre guillemets. Mais si je peux aider certaines personnes et leur montrer que c'est possible, en travaillant tous les jours au quotidien, c'est possible de réussir, et ça sera déjà une grande réussite. Je veux parler ensuite de la gymnastique, les aspects physiques, techniques, et après faire la transition sur ce que la gymnastique peut apporter à d'autres sports. Juste avant de terminer, juste avant de passer à ça, pour terminer, est-ce que si tu avais un conseil pratique à donner aux coachs qui t'écoutent pour justement faire cette transition de « Ah, j'essaie de montrer ce que je peux faire, je suis coach, je veux être un bon coach, mais je suis un peu coincé dans cette dynamique d'être encore un petit peu l'athlète et d'essayer de faire des trucs athlétiques, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ouais. Sans que ce soit mauvais, bien sûr, c'est très, très Mm, mm. important. Et si c'est quelque chose qui les passionne, il faut qu'ils continuent. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à ces coachs qui sont peut-être un petit peu bloqués dans cette structure, cet esprit, comme on disait justement, de vouloir se prouver en tant qu'athlète pour prouver que c'est des bons coachs?
Je sais pas. En fait, je sais pas s'il y a vraiment une recette miracle parce que chacun est différent. Comme je disais, moi, je suis assez guidé par l'affect. Et aujourd'hui, j'arrive à m'en détacher un petit peu. C'est-à-dire que l'affect n'a plus une aussi grande importance qu'elle pouvait avoir parce Mhm. que c'est du travail. Hein, c'est du travail sur soi. Il faut apprendre à se détacher parce que, pour le coup, quand on est entraîneur ou même athlète qui fonctionne à l'affect, on va de désillusion en désillusion, de déception en déception pour la simple et bonne raison, c'est qu'on attend toujours la reconnaissance et qu'à un moment donné, elle n'arrive pas toujours. Et je pense que c'est peut-être même de plus en plus vrai où les gens ont de moins en moins de reconnaissance pour le travail qui est effectué. Mhm. Seuls les entraîneurs ou les personnes du milieu qui ont été confrontés ou qui ont entraîné, encadré ou évolué à un certain niveau se reconnaîtront vraiment là-dedans et verront vraiment de quoi je parle. Mais je pense qu'il faut arriver à se détacher et vraiment à isoler les deux parties, c'est-à-dire qu'il y a une partie athlète et une partie entraîneur. Et je pense qu'il faut vraiment arriver à isoler ces deux parties. C'est vraiment difficile. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a véritablement aidé. C'est le fait que je sois allé aussi dans d'autres disciplines en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant que pratiquant. Là, Mhm. ça fait 2 ou 3 ans que la lubie m'a pété de me mettre au triathlon. Parce que tu vois, la gym, ça ne suffisait pas. Je me suis dit que l'été, en fait, vu que les vacances, pour moi, c'est plus synonyme d'ennui, je me suis dit, bah, tiens, je vais me trouver une nouvelle passion. Et du coup, le triathlon, je me suis vraiment pris de passion pour le triathlon. Et pourtant, Dieu sait si je suis quelqu'un qui a horreur de courir. La natation, c'est pas vraiment mon dada. Par contre, j'adore le vélo. Mais du coup, je me suis fixé un défi parce que je suis quelqu'un qui marche aussi beaucoup au défi et au dépassement de soi au quotidien. Et du coup, je me suis lancé dans le triathlon. L'année dernière, j'ai fait un Alpha Ironman. Donc, tu vois, je n'ai pas commencé par un petit format. Hein. Je me suis mis sur l'Alpha Ironman direct. Mais du coup, ça m'a permis de dédramatiser la notion de résultat parce que forcément, que quand je suis parti sur du triathlon, étant toujours gymnaste, ça n'a absolument rien à voir. On est sur une motricité complètement inversée. Dans le milieu de la gym, on est vraiment sur les membres ouais, supérieurs. Pardon. Mhm. Et dans le triathlon, c'est complètement l'inverse. Il faut être vraiment chamaigre sur le haut du corps et tout dans les jambes. Et la gym, c'est absolument l'inverse. Donc forcément que quand je suis arrivé dans le triathlon, j'avais pas du tout pour objectif de performer, mais plus d'arriver à trouver des limites, d'arriver aussi à analyser, voir une autre méthodologie d'entraînement qui m'a énormément servi pour la gym. Mhm. Et du coup, ça m'a permis de me détacher de la notion de résultat en fait. C'est-à-dire que quand je suis arrivé sur le triathlon, et notamment avec ce défi de l'Alpha Ironman, je me suis dit, le défi, ça va être de finir la course. Je ne me mets absolument pas de barrière de temps. Je m'étais fixé un petit objectif, mais vraiment, voilà, question de se fixer un objectif. Mais l'objectif, c'était surtout de franchir la ligne d'arrivée. Et Mhm. du coup, de faire une compétition, de faire une course, de se préparer avec juste un objectif de finir la compétition, finir l'événement, et ben, ça m'a permis de me détacher de la notion du résultat. Et ça, je Mhm. dois dire que ça m'a vraiment énormément aidé. Et tous ceux qui me connaissent bien, avant la course, ils me disent alors les temps, les chronos, la place, etc. Je dis mais déjà, la place dans le triathlon, c'est déjà hyper anecdotique parce que ça dépend de la start list, ça dépend de plein de choses. Le deuxième facteur, c'est que je ne connaissais absolument pas cet univers-là. Donc, Mhm. j'étais pas à l'abri d'une crevaison, j'étais pas à l'abri d'un coup de bambou, d'une mauvaise gestion de la nutrition, etc. Il se trouve que j'avais bien travaillé en entraînement. J'ai fait une préparation très très courte sur 3 mois. Donc, Mhm. autant te dire que 3 mois pour préparer un Alpha Ironman, c'est quand même assez short. Après, bon, quand même des qualités physiques sur le haut du corps qui m'ont aidé sur la partie natation, sur la partie vélo, vu que je suis quelqu'un de relativement souple et de plutôt bien en gainage. Et bah, sur la partie vélo et tenir la position aéro pendant 3 heures, ça m'a absolument pas posé de problème. Mhm. Après, sur la course à pied, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais pareil, ça m'a permis de découvrir aussi d'autres manières de m'entraîner. Et ça m'a permis même sur des choses, comme je disais, sur la course à pied, où j'étais pas forcément un passionné, d'apprendre à aimer m'entraîner sur une discipline que j'aimais pas forcément. Donc ça a été aussi une belle révélation. Mais pour en revenir à ce dont on parlait, ça m'a permis de me détacher vraiment, vraiment, vraiment de la notion de résultat et plus de la pratique par passion et de dire je vais aller découvrir quelque chose de nouveau. Et ça Mhm. aussi, je pense que c'est hyper important si on peut le dire s'il y a des coachs qui nous écoutent, c'est d'arriver justement à aller aussi chercher dans d'autres disciplines. Parce qu'on se rend compte, enfin moi venant du milieu de la gym, je me rends compte que c'est un milieu qui est extrêmement fermé puisque comme je le disais tout à l'heure, on est entraîneur mais on est également préparateur physique. Mhm. Beaucoup ne vont pas chercher ailleurs. Moi, je suis un passionné de sport en général avant d'être un passionné de la gym.
Et ça, on en parlera, je pense, un petit peu après. Je suis surtout un passionné de l'entraînement avant d'être un passionné de ma discipline. Et ça, je pense que c'est hyper important le jour où on est préparateur physique, d'être passionné par l'environnement sportif et par la préparation physique de manière générale avant d'être passionné par la préparation physique. Je sais que Guillaume en a parlé la semaine dernière et là, je fais juste une petite parenthèse. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ouvrent des salles de CrossFit parce que c'est des passionnés du CrossFit, mais qui ne sont pas passionnés de l'entraînement. Donc, ces personnes-là, il y a très forte chance pour qu'elles soient vouées à l'échec. Parce qu'à un moment donné, la passion, elle va forcément diminuer. Ou je serais tenté de dire, au bout de 20 ans, peut-être qu'ils seront toujours passionnés, mais il y en a beaucoup qui ne le seront plus. Donc ça, c'est hyper important de se passionner plus par l'entraînement que par la discipline. Et si je pense qu'il y a une chose à retenir de cette première partie d'entretien tous les deux, c'est vraiment soyez passionnés par l'entraînement, les facteurs de l'entraînement, la recherche qui va vous permettre d'être un meilleur entraîneur que par les recherches sur votre discipline et sur la passion de la discipline en elle-même. Donc ça, je pense que c'est un facteur qui est hyper important et que les coachs qui nous écoutent doivent retenir. En tout cas, à mon sens, encore une fois, je n'ai pas du tout la science infuse, mais c'est en tout cas ce qui, moi, m'a permis de réussir, entre guillemets, et de continuer à progresser et qui me permettra de continuer à progresser, c'est toujours aller chercher plus loin. Tu vois, là, aujourd'hui, par exemple, dans la gym, dans l'entraînement, j'ai été au contact de Guillaume. On a mis en place un programme. Mes petites, je les fais squatter 4 fois par semaine. Alors que c'était pas du tout pensable. Il y a un an et demi, tu m'aurais dit ouais, on va faire squatter tes petites. J'aurais dit hey, c'est bon, hein, rentre chez toi. Mes petites, les faire squatter, c'est absolument impensable. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que squatter cul par terre notamment, pieds nus, sans ceinture, sans rien, et ça pouvait avoir un rôle éducatif dans leur apprentissage moteur et même dans le développement des qualités d'explosivité, des qualités de force qui pouvaient être extrêmement intéressants. Donc d'aller fouiller et de débarriérer, de décloisonner en fait ma discipline pour aller chercher les compétences ailleurs, ça m'a permis justement de pouvoir enrichir déjà d'une mes connaissances, mes compétences et surtout d'enrichir le panel de compétences des athlètes que je peux encadrer. Donc, c'est parfait. Ça fait le pont sur notre deuxième partie de conversation. On va se focaliser sur la gym en tant que discipline physique, technique, etc. Comme tu as dit, une des particularités en tant que coach de gymnastique, c'est que tu es aussi prépa physique, gymnastique, parce que c'est un peu tout dedans. Comme le coach d'haltéro, il est aussi coach de prépa physique en haltéro. Forcément, oui. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu de cette dynamique, ce qui est très intéressant pour moi, parce qu'on retrouve souvent dans d'autres sports, par exemple des sports collectifs, où il y a un grand détachement en fait entre le coach de sport, technique, tactique, et le préparateur physique qui, des fois, crée des tensions du fait que peut-être que le prépa physique, il ne comprend pas assez bien le sport et vice-versa, peut-être que le coach sportif ne comprend pas assez bien l'aspect de la préparation physique. Donc, est-ce que tu peux donner un peu ta perspective sur ces choses-là vis-à-vis de la gym? Exactement. Tu vois, ça, en plus, ça tombe vraiment bien parce que ça a été le sujet d'un de nos podcasts avec Aurélien Broussal qui m'a envoyé les previews pour que je lui donne mon avis. Et ça rejoint parfaitement cette discussion. Aujourd'hui, la particularité un petit peu de l'entraîneur de gymnastique, alors on le retrouve dans certaines disciplines, mais c'est vraiment infime, où l'entraîneur, en effet, est préparateur physique. Pourquoi beaucoup d'entraîneurs de terrain sont confrontés à être entraîneurs, mais également préparateurs physiques? Pour la simple et bonne raison, c'est que je pense qu'il y a déjà l'environnement économique qui fait qu'on ne peut pas forcément s'attacher les services d'un préparateur physique. Alors toi, tu as de la chance d'être en Suisse où il y a peut-être un petit peu plus de moyens par rapport à nous en France, mais là, encore une fois, c'est peut-être une idée préconçue. Parce que je pense que vous êtes peut-être aussi confrontés aux mêmes réalités que nous. Je peux te dire que, désolé de te couper, mais sur le rugby amateur en Suisse, il n'y a pas beaucoup de sous qui traînent. Je le fais plus pour la passion qu'autre chose. D'accord. Ok. Donc, ouais, tu vois, on rejoint les mêmes problématiques. Ouais. Mais il se trouve que ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont amenés à être préparateurs physiques un petit peu malgré eux. Et il y en a d'autres finalement qui le sont vraiment de manière volontaire. Et je pense que ce dont on a pu parler avec Aurélien, c'est plus le sport s'auto-suffit en termes de préparation physique, moins on a tendance à aller voir ailleurs. Il se trouve que la gym est tellement riche en termes de préparation physique, et on en parlera, je pense, un petit peu après sur le transfert des qualités de préparation physique en gym et sur sa transférabilité dans d'autres milieux. Absolument. Qui fait qu'on a tendance à pas forcément aller voir ailleurs. Et c'est ce que je disais précédemment, en fait, où on est très focus sur notre pratique à nous. Et vu qu'on sait
en gym qu'on a une richesse énorme dans notre sport, ben, on va pas voir ailleurs. Je pense que c'est une véritable erreur et beaucoup d'entraîneurs sont en train de s'en rendre compte, pas assez malheureusement. Mais en tout cas, dans les structures de haut niveau, il y en a beaucoup qui font appel à des préparateurs physiques maintenant extérieurs pour développer des qualités très spécifiques. Si on prend le cas spécifique de spécialistes aux anneaux, où ça demande des qualités de force très particulières, très spécifiques, et ben on va avoir tendance à aller chercher maintenant la compétence un petit peu ailleurs, notamment dans le domaine de la force athlétique, peut-être dans le domaine de l'haltérophilie pour la notion d'explosivité, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de s'ouvrir un petit peu, mais je trouve, alors pour avoir un regard assez critique sur ma discipline, c'est que je trouve qu'on est très fermé par rapport à ça. Et moi, j'ai reçu beaucoup de critiques en me disant de gens, alors après, ça c'est comme d'habitude, hein, c'est sans être des haters parce que je n'estime pas être un influenceur ou quoi que ce soit, mais en tout cas des personnes qui ont toujours le regard critique. Alors c'est bien d'avoir un regard critique, mais quand c'est pas constructif, moi ça me fatigue un petit peu. Et qui me disent ouais, mais tu t'imagines, tu es en train de faire squatter des petits, tu as 12 ans avec des charges. Non, mais attendez, les mecs, à un moment donné, je fais pas non plus n'importe quoi. C'est-à-dire que je me suis entouré de gens, de personnes compétentes dans le domaine parce que j'estime pas avoir un niveau de compétence encore assez important pour pouvoir gérer ça de manière autonome. Donc, bah, je me suis en fait tout simplement entouré de personnes compétentes dans le domaine, qui vérifient, qui contrôlent, avec lesquelles on a un suivi quotidien. À côté de ça, mes petites, elles squattent 4 fois par semaine. Ça, c'est une chose. Mais par contre, elles ont un renforcement à côté que beaucoup de crossfitters ou beaucoup de personnes qui squattent tous les jours devraient avoir à mon goût et qui ne le font pas. Mais sous prétexte qu'ils sont adultes, on peut se permettre de les faire squatter tous les jours n'importe comment. Je pense que si tout le monde faisait squatter mes petites comme je les fais squatter, avec le contrôle et le recul qu'on prend et l'analyse qu'on tire à chaque séance, etc., je pense qu'il y aurait beaucoup moins de blessés, notamment dans l'univers du CrossFit ou de certains autres sports. Mais ça, c'était la petite parenthèse. Tout ça pour dire que je pense que le fait d'aller chercher la compétence ailleurs est un vecteur et un facteur de la performance. Pour se recentrer encore un petit peu plus pour être plus précis sur la question que tu m'as posée, je pense que aujourd'hui, la problématique est que les gens ne vont pas chercher ailleurs, mais surtout, on en revient toujours sur le partage de la connaissance, où les gens se disent, tu t'imagines, si je partage ce que moi je fais, ce que je réussis, ce qui me fait réussir au quotidien, imagine-toi, il y en a d'autres qui le savent, ils vont peut-être devenir meilleurs que moi. En fait, je pense que l'état d'esprit est vraiment celui-là. Ouais. C'est-à-dire de dire, j'ai trouvé des petites astuces, des petites techniques qui fonctionnent. Imagine-toi, si je les partage, ben les autres vont me les piquer. Alors que ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Moi, le premier, pendant mes 2-3 premières années d'entraînement, là, pareil encore, c'est des choses avec le temps sur lesquelles j'ai pu me détacher, mais j'ai énormément fonctionné par mimétisme, c'est-à-dire par copie d'un système que j'ai pu recevoir, mimétisme des entraîneurs que j'ai pu avoir, en me disant je vais faire exactement pareil, ça fonctionne. Sauf que ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Parce que la manière d'interagir de mon entraîneur à l'instant T était dans un cadre tout à fait particulier, dans un contexte, dans une structure particulière. Moi, quand j'essaie de mettre des choses en place par mimétisme, en totale bonne conscience, je me suis dit, ouais, si je mets ça en place, ça va marcher. Mais absolument pas. Et pourtant, c'était mon entraîneur qui me l'avait partagé en me disant, voilà, ça marche. Par contre, il ne m'avait pas dit, attention, si tu le mets en place dans ta structure, ça ne marchera peut-être pas parce qu'il y a telle et telle raison qui font que ça ne marchera pas. Donc, encore une fois, le mimétisme ou la copie ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas forcément. Et moi, ça m'a mené droit dans le mur parce qu'il y a un moment donné où j'ai été confronté à la réalité de la structure. À Lyon, j'étais dans une très grosse structure où les choses étaient ancrées, etc. Quand j'ai voulu mettre ça dans une petite structure, dans un univers beaucoup plus rural que dans un univers citadin, ça a été compliqué. Je me suis pris un mur et il y a une saison où ça a été vraiment très compliqué avec mes athlètes et avec les parents parce qu'ils ne comprenaient absolument pas le système que j'étais en train de mettre en place. Et là, je me suis assis et je me suis dit, merde, tu passes complètement à côté de trucs. Donc, ça m'a permis de réanalyser, de comprendre que la transposition par mimétisme n'était pas forcément la meilleure. Et ça m'a aussi permis de comprendre justement que ce n'est pas parce qu'on partageait sa manière d'entraîner, c'est entre guillemets tips d'entraînement, même si j'aime pas trop ce terme, que les autres allaient devenir meilleurs que nous. Et en même temps, même s'ils deviennent meilleurs que nous, eh ben, c'est très bien parce que ça veut dire qu'on les a peut-être, je dis bien peut-être, influencés et que nous, peut-être, on va pouvoir s'appuyer sur leurs connaissances
maintenant qui sont passés devant nous. Et je pense que ça crée un phénomène d'émulation et c'est ce qui fait que ça progresse. Pourquoi les Américains arrivent à développer des systèmes d'entraînement et arrivent à être à très haut niveau dans beaucoup de disciplines? C'est parce qu'ils vont s'inspirer des meilleurs. Qu'est-ce que font les Chinois dans les sports qu'ils ne maîtrisent pas? Ils vont chercher la compétence ailleurs. Donc, eux, c'est un petit peu particulier parce qu'ils vont la chercher, ils la copient, ils l'adaptent par rapport à leur mode de fonctionnement et après, ils mettent les gens dehors. Mais n'empêche qu'ils s'inspirent du système d'entraînement et après, ils le transposent. Donc, je pense que c'est hyper intéressant de s'inspirer, mais pour se donner une culture de l'entraînement. Moi, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, ce qui était important, c'est de s'inspirer et de regarder, de mettre en parallèle différents systèmes d'entraînement. Et après, par rapport à sa propre culture, par rapport à sa propre idée qu'on se fait de l'entraînement, s'inspirer des différentes méthodologies, des différents univers, des différentes inspirations pour se créer sa propre méthodologie et sa propre manière d'entraîner. Moi, aujourd'hui, j'estime que je commence à trouver un certain équilibre. Mais je pense que je suis encore à 25% de ce dont là où je veux arriver. J'ai encore beaucoup de compétences à développer. L'avantage, c'est que je sais un petit peu, je connais mes points faibles, je sais là où il va falloir que j'enrichisse mes connaissances et mes compétences. Là où d'autres pensent tout savoir et en fait, ils ne savent rien en fait. C'est le fameux phénomène Kruger où plus t'en sais, plus tu penses en savoir. L'avantage, c'est que moi, j'essaye d'avoir du recul et comme beaucoup d'entraîneurs, et je me rends compte qu'en fait, il faut arriver à avoir cette autocritique. Parce que si on n'a pas ce niveau d'autocritique, et ben, ça devient compliqué, on se renferme, on devient un peu aigri et après on a l'impression de tout connaître alors qu'en fait on ne connaît rien du tout, quoi. Donc il faut toujours remettre en perspective son travail et je pense que ça c'est une phrase aussi que je retiens de mon entraîneur Fred qui me dit souvent, qui m'a souvent dit n'oublie pas que ça n'est jamais la fin, mais c'est toujours une éternelle continuation une éternelle continuité de ce qu'on fait. Où je lui disais, parce qu'un jour, je lui avais posé la question en lui disant, ça va être compliqué quand tu finis avec une génération de recommencer avec une nouvelle. Il me dit non, c'est pas la fin, c'est la continuité. C'est un cycle et c'est un peu comme le cycle de la vie, c'est exactement la même chose. Il me dit, j'ai eu une génération, j'ai mis des process, j'ai mis des protocoles en place, j'ai vu ce qui marchait, j'ai vu ce qui ne marchait pas, je m'inscris dans la continuité, je recommence avec une nouvelle génération, mais je suis dans la continuité de mon processus de progression en tant qu'entraîneur. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et cette discussion, tu vois, tout à l'heure, tu me demandais quels avaient été un peu les points clés. Et ben, dans les points clés d'entraîneur, je pense que cette discussion, pour moi, a été vraiment une véritable, pas révélation, mais en tout cas un véritable choc dans ma manière de penser les choses. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oh là, j'ai fini avec une génération, super, j'ai eu des résultats, il faut recommencer. Non, en fait, on est dans un perpétuel, dans une continuité. Alors après, c'est sûr qu'il va falloir en effet recommencer le travail de base pour reconstruire. Mais par contre, le métier d'entraîneur ou préparateur ne s'arrête pas parce qu'une génération est terminée et on recommence en bas. Non, c'est une boucle en fait permanente. Et je pense que quand on est arrivé à se mettre ça en tête et qu'on l'a surtout, quand on l'a en tête, c'est une chose, mais l'accepter, je pense qu'une grande partie du chemin est faite et là, ça commence à devenir intéressant en tant qu'entraîneur. Ouais, je pense que tu as raison. C'est comme tu as dit, le cycle, c'est pas comme si tu finissais même des fois d'une année à l'autre avec les mêmes athlètes. Tu te dis ouais, on va recommencer. Et ça a bien marché l'année passée. On va continuer sur la même lancée. Et des fois, en fait, les choses ont changé, les gens ont changé, les athlètes ont changé, l'environnement a changé. Et du coup, il faut s'adapter, il faut rester flexible et on peut pas simplement faire un copier-coller de ce qu'on a fait l'année d'avant parce que ça va simplement pas suffire et c'est simplement plus adapté. Et pour revenir sur ce que tu disais en termes de partage, ça, c'est quelque chose que je trouve, et je pense que je m'aligne avec toi là-dessus en termes de, les gens, ils sont un peu réticents à partager ce qu'ils savent, surtout, et je trouve surtout dans le monde francophone dans lequel on évolue. Et je compare ça simplement, j'étais au Canada pendant 7 ans, et donc j'ai vu un petit peu la culture nord-américaine et cette culture de partage, d'échange, elle est énorme. Et je pense, comme tu as dit, les gens se limitent parce qu'ils disent ah ouais, mais si moi je dis ce que je sais, après, par exemple, je vais perdre des clients parce que d'autres coachs vont savoir la même chose que moi, etc. Alors que, je pense qu'au final, ça dépend de la perspective que tu as au départ. Est-ce que tu fais ce que tu fais juste pour toi ou est-ce que tu fais ce que tu fais pour amener un changement qui est plus grand que toi? Et si c'est le cas, tu sais que tu pourras jamais coacher tout le monde
parce que déjà, tu n'as pas le temps et deux, ça ne marchera pas avec tout le monde quoi qu'il arrive. Donc, autant essayer de faire passer ces informations à d'autres coachs, d'autres gens compétents qui, eux, pourront à leur tour faire le travail nécessaire pour faire un petit peu avancer la roue, quoi. Exactement. Alors, moi, je te rejoins et ça va peut-être paraître, mon propos va peut-être paraître très arrogant et très suffisant. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un véritable choix de ma part et de me dire, bah, si je peux euh, pas influencer, parce que ce terme d'influence aujourd'hui, il est tellement utilisé à tort et à travers, mais en tout cas, si je peux inspiré à ma petite échelle. Je dis bien à ma petite échelle parce que j'ai pas la prétention d'être un Aurélien Broussal ou un Charles Poliquin. Mais en tout cas, si dans mon milieu ou autour de moi, où les gens, les athlètes ou les entraîneurs que j'ai pu avoir en formation ou des fois qui viennent me demander conseil, et ben si je peux leur transmettre quelque chose et si je peux leur apporter une corde à leur arc dans leur champ de compétences, pour moi, c'est mission accomplie. Et c'est pour ça aujourd'hui que l'univers de la formation, là, tu vois, toi, tu le sais, tu es au courant, peut-être qu'on en reparlera enfin. Mais en tout cas, je pars dans l'univers du CrossFit pour essayer de dispenser un petit peu ma connaissance du milieu gymique à travers des séminaires, à travers des formations pour les entraîneurs, etc. Parce que je trouve que c'est hyper important. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des entraîneurs qui m'ont transmis cette passion, qui m'ont transmis leurs connaissances, leurs compétences. Ça serait complètement égoïste de garder ça pour moi. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'entraînement, c'est avant tout, être entraîneur, c'est avant tout avoir la passion du partage. Du partage de la compétence, de la connaissance, d'un mindset, de toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est une problématique. Il y a beaucoup de gens qui veulent garder ça pour eux. Et en effet, par rapport à l'univers francophone dans lequel on est, par rapport à l'univers américain, ou même, ça va paraître très étonnant, mais par rapport à l'univers des pays de l'Est, tels que la Russie, par exemple, mon entraîneur a eu l'occasion de travailler il travaille avec la Fédération internationale de rock acrobatique et il a souvent l'habitude de partir en colloque en Russie ou dans les pays de l'Est, etc. Et il y a une culture de l'échange sur le savoir-faire et sur la compétence, la connaissance, etc., qui est absolument incroyable. Et pourtant, Dieu sait si l'arrière-pensée qu'on peut avoir, c'est que les pays de l'Est sont assez fermés, sont assez secrets sur leur pratique, sur leur méthodologie d'entraînement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Russes ont à peu près 10 ans d'avance sur nous dans la méthodologie de l'entraînement, sur la compréhension de la physiologie, etc. On est bien d'accord que ce n'est pas toujours très académique et très éthique, leur manière de faire. Ça, j'en conviens. Cela étant, ils poussent la recherche. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges sur la connaissance et sur la compétence. Et mon coach a également l'occasion d'entraîner, de faire ce qu'on appelle les summer camps aux États-Unis pour l'équipe américaine de natation synchronisée, pour le team USA de natation synchronisée. Et là, pareil, il y a un échange incroyable. Là, par exemple, quand ils partent sur les summer camps, ils ont pris les meilleurs dans chaque discipline. Donc, ils ont le team USA. Pourtant, Dieu sait s'ils sont ultra patriotiques. Mais le team USA, par exemple, en natation synchronisée, c'est une discipline qui est jeune chez eux. Et ils sont allés chercher la compétence là où elle était. Ils ont pris un préparateur physique français, ils ont pris une chorégraphe espagnole, ils ont pris une directrice technique française parce qu'il y a une compétence en France sur la nat synchro. Et ils ont créé une équipe avec de la compétence et non pas par rapport à un patriotisme exacerbé. Donc, c'est pour ça que… Et là, je pense que je te rejoins sur ce que tu me disais sur les Nord-Américains, sur le partage, sur le croisement des connaissances. Je pense que c'est vraiment la référence ultime en termes de partage de savoir-faire et de compétences. Et donc, peut-être pour deuxième petit conseil pour les coachs ici, peut-être une petite pépite, comme dirait Guillaume. Ouais. Pour ceux qui ont peur de partager, pour ceux qui ont peur de parler, de dire ce qu'ils connaissent, de dire ce qu'ils savent et d'échanger, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager justement d'aller de l'avant avec ça et de se mettre dans cet esprit d'échange et de partage avec les autres coachs pour faire avancer la discipline en tant que telle? Je pense que déjà, ça leur permettra d'avoir un enrichissement sur le plan personnel. Déjà, de se dire, j'ai peut-être contribué
à l'évolution des pratiques, à l'évolution de mon sport. Alors après, je pense qu'il faut rester modeste par rapport à ça, hein. On n'a pas moi, comme je le dis, hein, j'ai pas l'intention de révolutionner ma discipline, j'ai pas l'intention de tout révolutionner. En tout cas, si je peux amener une petite pierre à l'édifice, comme on dit, hein, Paris ne s'est pas construite en un jour. C'est une succession d'événements, une succession de choses qui ont fait que Paris est devenu ce qu'elle est aujourd'hui. Et là, c'est exactement pareil. Je pense que les disciplines se construisent au fur et à mesure. Quand on voit, si on fait le parallèle avec une discipline qui est très jeune mais qui évolue très vite, le CrossFit en ce moment, c'est l'addition finalement de connaissances, l'addition de compétences, l'addition de différents domaines qui fait que cette discipline évolue extrêmement rapidement. Parce que je pense qu'ils ne sont pas fermés et au contraire, ils sont très ouverts sur l'apport que peut avoir chaque discipline. Et je pense que c'est la grosse force du CrossFit. Pour la pépite, je pense que c'est… l'idée, c'est moi, par exemple, quand j'ai au tout début que j'ai commencé à partager un petit peu de contenu, jamais je me suis dit, je partage dans l'espoir de un jour avoir la reconnaissance, etc. Non, j'ai dit, je vais partager parce que je pense que ce que je fais à l'entraînement, il y a des entraîneurs qui aimeraient bien voir, savoir, comprendre. Même si j'ai pas aujourd'hui un gros palmarès en tant qu'entraîneur, j'ai eu des petits résultats, significatifs ou pas, peu importe, j'ai eu des résultats. Aujourd'hui, je trouve que ça serait cool de pouvoir le partager et peut-être de permettre à d'autres entraîneurs de pouvoir créer leur palmarès, de pouvoir créer leurs résultats. Et si ça peut les aider et peut-être que même ça peut leur permettre d'aller plus loin que moi j'ai pu aller, et finalement tant mieux. Et avec du retour, là pour le coup, ça va vraiment peut-être permettre à certains d'avoir le déclic. Je pense que c'est grâce au partage que j'ai pu faire que derrière, j'ai pu avoir un retour, que j'ai pu participer à des podcasts avec Aurélien, que j'ai ce podcast aujourd'hui avec toi, David qui m'a mis en relation avec toi, que je peux travailler aujourd'hui avec Guillaume parce que Guillaume, il y a 6 mois de ça, on ne se connaissait absolument pas. Et par l'intermédiaire du partage de mon travail sur les réseaux sociaux, m'a fait confiance et aujourd'hui me permet de pouvoir intégrer le milieu CrossFit. Donc finalement, le partage, je pense aussi, il permet de générer des opportunités et permet de grandir soi-même aussi de son côté parce que forcément, en rencontrant de nouvelles personnes, on progresse. Ça permet de progresser intérieurement, mais ça permet aussi de pouvoir aussi partager à nouveau plus de contenu et faire que son contenu soit de plus en plus visible. Et aujourd'hui, je pense que ça permet d'avoir du crédit. Moi, j'ai des personnes là, que je suis en coaching qui m'ont dit c'est génial aujourd'hui quand on voit les personnes que tu côtoies et que tu peux rencontrer, c'est aussi gage de qualité de ton travail. Donc ça pour moi c'est hyper important et c'est des choses auxquelles j'avais pas forcément pensé au début en partageant et même aujourd'hui je me dis finalement c'est un peu incroyable de rencontrer des personnes du milieu aussi calées que toi tu peux l'être ou des Aurélien, des Guillaume comme je disais. J'ai de la chance d'échanger ces derniers jours avec Olivier Bollier aussi, qui est une référence aussi dans le domaine de la préparation physique. Et je pense que si j'avais pas partagé, j'aurais peut-être pas eu toutes ces opportunités-là. Donc, je pense que le partage permet aussi de créer des opportunités et permet de continuer à progresser soi-même. Et je pense que si on commence à se renfermer sur soi-même et ça mène droit dans le mur, ou en tout cas, on devient très vite aigri. Et je pense que ça devient plus néfaste de se renfermer sur moi-même et de ne pas partager que de partager. Je pense que c'est plus néfaste que ça amène vraiment quelque chose. Je pense que le partage amène le partage de sa compétence amène au partage de la compétence des autres. Et ça, je pense que c'est vraiment ultra important. Et donc, pour revenir sur l'aspect de la prépa physique gymnastique, quels sont les sports autres que la gymnastique qui t'ont influencé le plus autour de la prépa gymnastique ? Je ne sais pas si je vais pouvoir te donner une réponse très précise là-dessus. Je pense que c'est le sport de manière générale qui a influencé ma manière d'entraîner. Au sens global, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours été très sportifs et qui nous ont fait faire toujours des dizaines d'activités autres que la gym. À 2 ans, mes parents m'ont mis sur des planches de ski. J'ai eu la chance de pouvoir aller tous les ans. Mes parents m'ont emmené au ski pendant une semaine. C'est une chance, hein. Par contre, attention, hein. J'ai eu la chance d'être dans un milieu. Là encore, une fois, on rejoint le milieu qui favorise
la progression et l'évolution. Mhm. Mon père a fait plein d'activités. Il a fait de la course à pied, il a fait de la moto enduro, il a fait de l'escalade, il a fait du parapente, il a fait de l'alpinisme, il a fait vraiment plein de disciplines. Par contre, ça n'a jamais été un grand compétiteur. Ça a toujours été quelqu'un de très curieux à aller dans diverses activités, différents sports. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a vraiment influencé ma culture large du sport. Mhm. Et je pense que c'est plutôt cette culture d'ouverture aux différents sports qui a enrichi aujourd'hui encore mon champ de compétences en tant qu'entraîneur. Et c'est ce qui fait aussi que je vais dans des disciplines différentes et que je n'ai pas peur de m'ouvrir à d'autres disciplines parce que je sais la richesse que ça peut apporter. Donc, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir te répondre de manière précise parce que je ne pense pas qu'il y ait vraiment une discipline, mais je pense que c'est vraiment un ensemble de disciplines. Moi, j'attends qu'une chose, tous les 4 ans, c'est les jeux, quoi. Moi, les jeux, en fait, pendant 3 semaines, tu peux m'écrire, tu peux m'envoyer des messages, je suis déconnecté de la vie réelle. Je passe ma vie devant la télé à regarder les jeux. Enfin, tu vois, pour moi, c'est le sport de manière générale. Ouais. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un peu une souffrance, j'exagère dans mes propos, mais en tout cas, je trouve que c'est véritablement dommage que l'on ne puisse pas avoir accès assez facilement au sport, que ça soit à la télé. Alors maintenant, on a de la chance par l'intermédiaire des réseaux sociaux, ça nous rapproche de plus en plus des grands champions qui nous partagent leur quotidien, etc. Heureusement, parce qu'aujourd'hui, je trouve ça dramatique qu'on soit obligé de payer même très cher pour avoir accès à de la diffusion d'événements sportifs, etc. Je trouve ça un petit peu grave. Nous, on a la chance d'avoir une chaîne qui est en train de prendre un petit peu d'essor qui s'appelle l'équipe 21 en France et qui grossit un petit peu, mais qui reste encore fermée, mais qui permet de voir plusieurs disciplines. Nous, des fois, à la télé, on a du curling, on a de la pétanque, on a des fléchettes, enfin des sports improbables, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Tu vois, l'autre jour, j'ai passé une soirée à regarder championnat du monde de fléchettes. Les gens qui me connaissent et qui vont m'entendre, ils vont me dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Je me suis passionné parce que je me suis dit tiens, qu'est-ce qui amène ces gars à lancer des fléchettes, à s'entraîner 20 heures par semaine pour lancer des fléchettes, quoi. Ouais. Par contre, j'ai vu les enjeux stratégiques, les enjeux psychologiques qui fait qu'à un moment donné, quand il y en a un qui prend le dessus, comment l'autre réagit. Donc, c'est hyper intéressant. Ça me passionne vraiment de voir comment chaque personne interréagit dans cette discipline et tout. Et ça me permet aussi, je pense, d'être plus pertinent quand je vais dans un nouveau sport pour encadrer dans de la préparation physique. Et ben, je me dis, tiens, ça se rapproche de telle discipline. Tiens, tu as pratiqué telle discipline. Il y a des similitudes sur tel et tel point. Donc, je pense que c'est plus un enrichissement par le sport dans sa globalité que vraiment des disciplines spécifiques qui m'ont vraiment influencé. Et tu vois, pour compléter ton propos, il y a 1 an et demi, tu m'aurais dit ouais, tu vas aller intervenir dans le CrossFit. Je t'aurais dit ouais, c'est ça, c'est ça. Je vais intervenir dans le CrossFit. Parce qu'en fait, l'idée que j'avais dans le CrossFit, c'était les mecs qui soulevaient des barres à une vitesse pas possible, de la gym faite n'importe comment. Donc, t'imagines, moi, en puriste de la gymnastique, voir les pull-ups, les muscle-ups tels que c'est fait en CrossFit, t'imagines même pas à quel point ça me faisait péter un plomb. Et puis, je me suis dit, au lieu d'être critique, essaye de t'y intéresser de plus près, comme tu t'es intéressé finalement aux autres sports. Et finalement, quand je suis rentré dans l'univers CrossFit, après, j'ai eu de la chance de rentrer dans l'univers CrossFit par l'intermédiaire de Guillaume. Alors, il y a des gens qui diront, il lèche Guillaume parce qu'il travaille avec lui. Non, pas du tout. C'est juste que je partage absolument à 200% sa manière de concevoir l'activité CrossFit. Et c'est que grâce à lui, j'ai vraiment eu une idée de ce que c'était vraiment le vrai CrossFit. Le CrossFit avec ses enjeux de santé, ses enjeux de prévention, ses enjeux de bouger correctement, etc. Sauf que moi, j'avais la vision du CrossFit telle que je pouvais la voir, telle que je pouvais voir sur les réseaux sociaux, à la télé ou par l'intermédiaire des games. Voilà, pour moi, le CrossFit, c'était ça. Or, les games, c'est une des expressions du CrossFit. Donc, en fait, je pense que tu vois, si j'avais pas eu cet aspect curiosité et cette ouverture sur le sport de manière globale, je serais peut-être jamais allé au CrossFit, en fait. Donc du coup, le fait de s'y intéresser de plus près a vraiment apporté quelque chose, je pense, à ma culture de l'entraînement et à ma curiosité, en fait. Est-ce que tu penses qu'on est dans une ère où le CrossFit est en train de se connecter, on dira, à la gymnastique en tant que discipline, comme elle l'a fait il y a quelques années avec l'haltérophilie, où on a vu, comme tu disais, les haltérophiles, mais peut-être les puristes qui disaient « mais qu'est-ce qu'ils font par là-bas ?» etc. Ouais. Alors que si tu regardes le nombre de membres, par exemple, des
des fédérations d'haltérophilie autour du monde, ça a explosé ces dernières années et c'est en grande partie grâce au CrossFit. Est-ce que tu vois cette relation un petit peu parallèle avec celle de la gymnastique? Alors là, encore une fois, je vais être très, très critique par rapport à mon sport parce que je trouve qu'on est dans une bêtise totale par rapport à la gym. Là, encore une fois, ça va rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la notion de partage. C'est qu'au lieu en gym de se dire un CrossFit, c'est en train d'exploser littéralement. Alors après, je blâme, mais en même temps, j'ai eu la même réflexion. Mais avec le temps, quand on voit l'évolution du CrossFit, et quand on se dit, bah, finalement, regarde, ils sont en train de faire n'importe quoi, ok. Donc, à un moment donné, moi, c'est la réflexion que j'ai eue, c'est ce que je disais, ils sont en train de faire n'importe quoi. Sauf que je pars toujours du principe que si tu critiques un système, c'est que tu es capable d'apporter une solution alternative ou que tu es capable d'apporter mieux, ou en tout cas, tu es en mesure de t'impliquer pour que ça change. Donc, et c'est ce qui fait aussi que je suis allé dans le CrossFit parce qu'à un moment donné, je me suis dit, toi qui dis toujours que la critique doit être constructive, ok, donc maintenant tu critiques. Parfait. Puis l'opportunité fait que j'ai eu la chance de rencontrer Guillaume, que j'ai des collègues qui sont qui pratiquent le CrossFit, etc. Donc j'ai aidé un petit peu. Mais pour rejoindre vraiment ta question, je trouve qu'on ne surfe pas assez sur la vague du CrossFit, justement gym, et qu'on ne propose pas. C'est dommage que les clubs de gym ne proposent pas, par exemple, des créneaux spécifiques pour les crossfitters, pour leur apprendre à développer leur gym. Dans l'haltéro, c'est ce qui s'est fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs d'haltéro ou beaucoup de clubs de crossfit qui sont en rapport avec des clubs d'haltéro où on leur demande de prendre une licence et d'effectuer au moins une compétition dans l'année. Ouais. Alors, sans être le cas dans la gym, parce que la gym dans le CrossFit n'a absolument pas la même place que l'haltérophilie dans le CrossFit, parce que finalement, l'haltérophilie dans le CrossFit, même si la technique évolue un petit peu par rapport aux aspects de vitesse, de rapidité, d'enchaînement, etc., fait qu'on est moins dans l'aspect puriste, mais en tout cas, c'est très similaire en fait. Alors que la gym n'a rien à voir en compétition par rapport au CrossFit. Donc, par rapport à ça, je pense qu'on a vraiment des questions à se poser dans l'univers de la gym pour comment on peut interréagir avec l'univers CrossFit. Et je pense que c'est vraiment une réelle opportunité. D'autant plus que je le disais tout à l'heure, les garçons en gym, il n'y en a pas forcément beaucoup, en tout cas beaucoup moins que les filles. Et je pense que ça peut vraiment être un facteur. Là, tu vois, cet été, j'ai passé 3 semaines hier dans la boxe à Guillaume. Et le nombre de gens qui m'ont fait la réflexion, la gym, c'est génial, mais sans CrossFit, jamais on y serait venu. Donc, ce qui veut dire qu'il y a vraiment une méconnaissance de notre discipline, ou en tout cas que notre discipline, la gym, ça s'apparente beaucoup plus à une discipline artistique, ce qui est la réalité, ce qui est la réalité de la gym en compétition. Mais du coup, je pense qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à réfléchir dans le sens où la gymnastique, dans ses aspects très fermés, très rigoureux, doit s'ouvrir aux disciplines extérieures. On voit que la gym, par exemple, a récupéré la discipline parcours. La discipline pole dance, là, c'est en négociation. Là, c'est un peu la lutte entre les différentes fédérations. Si je veux faire un parallèle, et je crois que c'est un parallèle que vous avez fait, Guillaume, sur le MMA, quand il y a eu le MMA. Là, je ne sais pas en Suisse ce qu'il en est, mais en tout cas, en France, c'est le gros sujet du moment où est-ce qu'on doit autoriser le MMA ou pas, et où tous les clubs de boxe, de grappling, etc., sont en train de dire « Ouais, mais tu te rends compte, si on autorise le MMA, on va perdre des adhérents. » Mais non, en fait, pas du tout. Au contraire, vous allez gagner en nombre d'adhérents. C'est clair. Parce qu'un mec qui fait du jiu-jitsu va peut-être aller faire du judo, aura peut-être besoin de faire du karaté, aura peut-être besoin de faire, je sais pas, je suis pas assez connaisseur, mais Krav Maga, j'en sais rien, mais sera obligé d'élargir son champ de compétences alors qu'il n'y serait pas allé juste dans sa pratique de karatéka ou dans sa pratique de judo. Mais vu qu'il va se mettre au MMA, il va être obligé de diversifier en fait ses activités. Donc on va toucher peut-être un public qui est nouveau. Donc je pense qu'il y a vraiment une question à se poser là-dessus sur qu'est-ce que la gym aujourd'hui, comment on peut interagir avec l'univers et le milieu CrossFit. Pour ce que il y a vraiment des questions par rapport à ce que tu disais avant en termes de cycle d'entraînement avec différents athlètes, etc., peut-être que c'est un petit peu pareil sur un niveau un petit peu plus global où on change un petit peu de cycle de manière générale et il y a les disciplines qui ont su s'adapter, par exemple l'haltérophilie, pour accueillir cette nouvelle vague de pratiquants potentiels grâce au CrossFit, mais qui a demandé bien sûr un ajustement parce que voilà, ils arrivent peut-être avec certains défauts techniques qu'ils n'auraient pas eu s'ils étaient arrivés sans le CrossFit.
Mais en même temps, il serait peut-être jamais arrivé si c'était Mais pas il au ne serait jamais travers. arrivé non plus. Ouais, exactement. Et donc, la nécessité de s'adapter à cette nouvelle vague, en fait, cette nouvelle ère, pour, comme tu as dit, en bénéficier plutôt que de fermer la porte et dire non, non, nous, c'est la gym, on reste comme ça, on ne touche pas au CrossFit. Et il faut vraiment essayer de faire le pont, quoi. Ouais, en fait, on veut tellement pas. Je pense que le milieu de la gym est tellement un milieu fermé où on veut tellement pas dénaturer notre discipline parce qu'il il faut bien se mettre en tête qu'il y a des gens qui découvrent la gym, mais il faut pas oublier que la gym est l'un des sports avec l'athlétisme les plus vieux de l'histoire du sport. C'est-à-dire que lors des premières Olympiades, des premiers entre guillemets Jeux Olympiques, la gym existait déjà. Et pourtant, ça remonte à l'Antiquité grecque. Je veux dire, voilà, tu vois, on est vraiment sur des centaines d'années, quoi. Sur des centaines, voire même des milliers d'années. Donc, je pense que ça, c'est vraiment culturel de vouloir fermer notre discipline et de se dire ouais, mais tu te rends compte, le CrossFit, ils sont en train de dénaturer. Mais non, mais en fait, ils essayent de pratiquer la gym à leur manière. Peut-être que justement, en allant à leur rencontre, peut-être en leur apportant de la méthodologie, peut-être en leur apportant de la connaissance, de la compétence, peut-être qu'ils vont être amenés à changer. Tu vois, cet été-là, j'avais des discussions avec des crossfitters et je me suis fait fusiller sur les réseaux sociaux. Alors, les gens n'ont pas fait de manière très maligne et très intelligente en me disant ouais, mais de toute façon, toi, tu arrives avec ta dimension de gymnaste où ça se fait tout en strict, tout en hold, etc. Je les ai laissés dire, je leur ai dit, je vous annonce, je pense pas me tromper en disant que au prochain Games, il y aura du handstand hold. Il se trouve que 6 mois après, épisode des Games virtuels, Ouais, épreuve numéro 6, ouais. handstand hold. Donc, je n'ai même pas pris la peine de répondre individuellement à ces personnes-là. J'ai fait un post en leur disant à tous les abrutis qui m'ont expliqué que le hold ne servait à rien, que le strict, même si ça commence à être un petit peu plus tendance dans le CrossFit parce qu'on a compris que c'était important, ne servait à rien. J'ai mis un espèce de smiley. Tu vois, le smiley n'était pas assez grand pour dire à quel point je me réjouissais du niveau de conneries qu'ils avaient pu raconter. Ouais. Et surtout, j'ai trouvé ça génial de me dire, putain, finalement, le CrossFit évolue dans le sens, dans un intérêt où la qualité du geste va être priorisée par rapport à la vitesse d'exécution. Après, on aura toujours des tractions butterfly, on aura toujours les muscle-up avec keeping aux anneaux. Ça ne changera pas, mais c'est pas grave. Si c'est abordé, si c'est appris avec une bonne manière, une bonne méthodologie, ça n'est absolument pas grave. Par contre, ce qui est grave, c'est que ça ne soit pas abordé dans la bonne logique, dans la bonne méthodologie. Et là où je trouve ça un petit peu dommage, c'est que finalement, la gym est fermée de son côté. Mais quand je vois le niveau de bêtises, alors surtout en France, quand je vois le niveau d'intelligence de certains dans l'univers du CrossFit qui viennent t'expliquer que faire des pull-ups avec l'élastique, c'est super intéressant parce que ça permet d'alléger la contrainte et de mettre du rythme. Ouais, ça permet surtout aussi de t'exploser les épaules. Et puis après, ils vont dire ouais, mais pourtant, j'ai vu que sur tes vidéos, toi, tu utilisais les élastiques. Oui, j'utilise les élastiques, mais par contre, dans une méthodologie, pas en tant que méthodologie de travail, mais dans une méthodologie particulière, j'utilise à un instant T l'élastique pour telle raison, mais pas en tant que méthodologie de travail. Ouais, on en revient à faire du mimétisme sans comprendre le contexte et le domaine d'application de l'exercice. Exactement. Et c'est pour ça que tu vois, ça revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que tu as beau partager ton travail, à un moment donné, quand ton travail, c'est toi qui l'as réfléchi, que tu as mis en place le process, tu sais où tu veux aller. Par contre, les gens qui te copient juste par mimétisme, tu sais aussi où eux, ils vont aller. Tu sais que ça n'ira pas du tout dans la direction ou par chance ça ira dans la direction que toi, tu as décidé, mais ils n'en auront pas conscience. Donc, je pense que c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça aujourd'hui que ça a le don de m'énerver, surtout en France. Tu vois, on a eu cette discussion. Ça a énervé d'ailleurs un peu Guillaume cet été parce que, après, il le sait, hein, il a sa communauté, mais il a aussi des haters, il se fait défoncer dans tous les sens. Sauf que ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est son niveau de compétence et son niveau de connaissance. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage,
personne ne peut nier son niveau de connaissance et son niveau de compétence qui aujourd'hui, je pense, en France est inégalé. Et même dans la francophonie, parce que là, tu vois, je sais que ce week-end, il est encore en déplacement pour un séminaire sur sa méthodologie, sur son protocole d'EPM. Mais on ne peut pas nier ça. Et aujourd'hui, les gens qui me disent « Ouais, mais nous, du coup, on t'aurait bien pris en séminaire, mais vu que tu connais Guillaume et vu que tu travailles avec lui, on ne va pas te prendre. » Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de me dire que tu me fais venir juste par sympathie. Ouais. Tu ne me fais pas venir par compétence. Ouais. Et il y en a d'autres en toute transparence qui m'ont dit ouais, écoute, nous on n'est pas fan du travail on n'est pas fan de Guillaume, mais par contre, on sait que c'est quelqu'un d'extrêmement compétent et du coup, s'il te fait confiance, on sait qu'on peut te faire confiance. Tu vois? Donc il y a vraiment deux notions dans le partage de la connaissance et de la compétence où soit les gens viennent te chercher parce que ça fait bien de travailler avec un tel ou un tel, ou qui viennent vraiment te chercher par compétence et qui disent ce mec-là, il a une compétence, on veut l'apprendre et on veut apprendre de sa méthodologie, de son expérience, de sa compétence, etc. Donc, tu vois, il y a vraiment deux manières d'aborder les choses. Mais je pense que le problème, c'est qu'en France, on est plutôt sur la première chose où les gens, ouais, alors parce que lui, il travaille avec un tel, donc on va travailler avec lui. Tu vois? Et je trouve ça dommage que les gens ne s'intéressent pas davantage à la compétence par rapport à s'il est copain ou copine avec un tel. Moi, j'ai fait des formations avec des entraîneurs que je ne pouvais pas m'encadrer. Par contre, que j'estimais être les meilleurs dans leur domaine, dans leur champ de compétences. Et je me suis dit, OK, même si sa gueule, elle ne me revient pas, sa manière de faire, j'aime pas. Ouais. Par contre, c'est inévitable. Ce mec-là est vraiment une personne référente dans son domaine. Donc, je vais m'inspirer de son travail et je vais aller au contact de cette personne parce que finalement, après, tu peux pas être d'accord avec tout le monde. Tu ne peux pas aimer tout le monde. Par contre, il y a un truc, tu ne peux pas intellectuellement, tu ne peux pas négliger la connaissance et la compétence de quelqu'un. Et si tu es un entraîneur qui a envie d'apprendre et de développer ta compétence, tu dois mettre la priorité sur ça avant de mettre de la priorité sur les aspects affectifs et sur les aspects, comment dirais-je, un peu plus moral. Ouais, c'est pour pouvoir faire la part des choses entre peut-être la forme et le fond. La forme étant la Exactement. personne à la personnalité qui partage l'information et le fond étant vraiment la substance qui cherche à partager. Et peut-être petit à côté, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait un petit peu de peine en 2020 quand tout le monde est tellement polarisé on n'arrive à rien à dissocier. C'est C'est la ça, même c'est exactement chose. ça. Parce que j'aime pas Guillaume, je vais pas écouter ce qu'il fait ou ce qu'il dit ou ce qu'il a à transmettre. Et c'est dommage parce qu'on perd énormément. Et comme tu as dit, c'est garder cet esprit critique et même les gens que je suis et que je respecte énormément, chez qui je vais chercher de l'information, il y a des choses que j'aime pas trop par rapport à ce qu'ils disent ou qui sont comme personne. On sera jamais 100% d'accord avec quelqu'un, mais on se trouve dans un monde où c'est soit t'es 0, soit c'est 100. Alors qu'en fait, c'est tout dans la nuance, C'est ça. dans l'entre-deux. Et on perd cette capacité à faire la part des choses et à vraiment apprendre ce qui va nous servir et à laisser le reste de côté. Mais c'est peut-être une petite parenthèse là-dessus. Pour repartir sur le sujet CrossFit gymnastique et on va essayer d'en faire une critique constructive. Quelles sont les erreurs d'entraînement que tu vois dans le domaine de la gymnastique qui sont encore prépondérantes dans le CrossFit? Donc, tu veux dire quelle erreur on peut faire dans le CrossFit par rapport à la méthodologie d'apprentissage gym, etc. Voilà, qu'est-ce que toi tu vois qui est encore fait, on va dire, faux, entre guillemets, mais tout en essayant d'y apporter quelque chose de constructif? Alors, là, encore une fois, je n'ai pas énormément de recul. Après, je vois vraiment ce qui se passe sur les réseaux sociaux, même si les réseaux sociaux, je pense, permettent de donner une tendance. Ce n'est pas la réalité de partout, mais en tout cas, ça permet de donner une tendance. Et après, j'ai pu m'en rendre compte en allant chez Guillaume pendant 3 semaines. Après, chez Guillaume, c'est assez particulier parce qu'il est déjà très bon dans un travail ultra qualitatif. Mais pour le coup, même avec Guillaume, tu vois, on a une approche qui est particulièrement similaire dans le niveau d'exigence, mais par contre, on est après sur deux approches qui sont différentes. Une fois de plus, il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre, parce que Guillaume, il a une méthodologie, par exemple, de démarche et d'apprentissage sur la gym qui s'intègre dans sa programmation globale du CrossFit et dans sa manière de fonctionner dans sa box. Donc, si tu veux, mais on s'est rendu compte que moi, par exemple, tu vois, pendant 3 semaines, j'ai fait des interventions auprès de ses adhérents, etc. Et les adhérents m'ont dit « Ah, c'est génial, on change de méthodologie et ça nous permet d'avoir une autre vision. Et moi, ce que je leur ai répété, je leur ai dit « Attention,
ce n'est pas ma version plus que celle de Guillaume qui a raison. C'est deux visions différentes. Mais encore une fois, que ça soit ma vision ou celle de Guillaume, Guillaume, il fait toujours les choses avec intelligence et avec réflexion. C'est-à-dire que quand il met quelque chose en place, derrière, il y a un véritable suivi, il y a une connexion entre toutes les choses qu'il va pouvoir mettre en place. Pour être un petit peu plus centré sur ta question, ce que j'ai pu me rendre compte, c'est qu'en fait, les gens dans le CrossFit, étant donné que c'est une discipline qui est relativement jeune, s'inspire beaucoup de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, etc. Ce qui manque, je pense, à mon goût aujourd'hui et à mon sens dans le CrossFit, c'est plus la méthodologie de travail, la démarche éducative, la démarche progressive. C'est-à-dire que je pense qu'on se recentre trop sur les skills, c'est-à-dire travailler, mettre un travail en place autour des skills, mais pas assez sur la logique de l'activité en elle-même. Je vais essayer d'être plus précis. Ce que j'ai essayé d'expliquer avec les gens avec qui j'interviens et avec lesquels je suis intervenu sur IAR pendant 3 semaines, par l'intermédiaire de Coaching Week ou par l'intermédiaire des What Holiday auxquels j'ai pu intervenir, dans lesquels j'ai pu intervenir, c'est de leur faire comprendre en fait que la gym, c'est pas muscle up, c'est pas push up, c'est pas pull up, c'est pas dips. Ça ne se résume pas à ça en fait. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, le CrossFit s'est mis un cadre en fait autour de ça, tout simplement pour la simple et bonne raison, c'est que c'est ce qu'il y a dans les WOD. Donc forcément que les gens vont se recentrer autour de ce qu'il y a dans les WOD, mais vont pas chercher en fait à élargir le champ de compétences. Moi aujourd'hui, quand j'encadre sur la partie gym, je parle beaucoup plus d'action motrice de manière globale que de skills. C'est-à-dire développer les patterns de tirage, développer les patterns de poussée, développer les actions d'antépulsion, de rétropulsion. Tu vois, je parle plus d'une globalité plus que de skills de manière globale. Là, tu vois, j'ai 5 personnes que je suis sur un coaching annuel avec lesquelles je leur ai expliqué, quand je leur ai envoyé leur premier bloc de 8 semaines de préparation, qui m'ont dit « Ah, mais c'est ça ta planification ?» Mais ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Je leur ai expliqué que ouais, c'était un peu le but. C'était justement pour ça qu'ils venaient me voir, parce que ça allait complètement changer. On a fait beaucoup de travail avec de l'élastique, mais sur des actions motrices plus que sur des gestes spécifiques. Et eux, ils s'attendaient à avoir du geste spécifique. J'aurais dit en fait, il va falloir que je vous explique une chose, c'est que pendant 6 mois, vous n'allez absolument pas faire de geste spécifique. Donc, il y a eu un côté un petit peu de déception. Et puis, de temps en temps, dans les 8 semaines, je leur ai mis 1 ou 2 séances. Donc, sur les 8 semaines, en principe, ils ont tous 2 à 3 séances de gym par semaine. Je leur ai mis une séance, ou en tout cas un moment dans la séance, 2-3 fois dans la programmation, où ils ont le droit de se tester sur des gestes spécifiques. Et par contre, je leur ai mis ces séances un peu plus sur la fin, donc à partir de la 6e, 7e et 8e semaine de travail. Et quand ils ont vu l'impact que ça avait en travaillant absolument pas les skills, mais juste en travaillant sur des actions motrices, sur des patterns de développement. Les fondamentaux, en fait. Les fondamentaux. Là, ils ont dit « Ah ouais, quand même ». Tout simplement parce qu'on ne leur a pas appris et on ne leur a pas inculqué dans leur apprentissage, ce qui est normal, hein, parce que le CrossFit est encore jeune et pas encore toute la méthodologie qui est des différentes disciplines qui a pu arriver dans toutes les boxes. Mais ils se sont dit, ah ouais, en fait, il vaut peut-être mieux développer des actions motrices que développer du skills. Parce qu'une fois que toutes les actions motrices, elles sont maîtrisées, on n'a plus qu'à les emboîter, bim, bam, boum, et ça roule tout seul. Ouais. Donc, en fait, je pense que c'est plus de la méthodologie de travail et peut-être aussi de l'enrichissement par du circuit éducatif. Ça, c'est quelque chose qui est très connu dans l'univers de la gymnastique, c'est-à-dire de mettre en place des petits circuits éducatifs sur 5-6 ateliers qui vont permettre de développer un skills et qui vont permettre d'apprendre un skills à travers différentes mises en situation. Et ça, je trouve que ce circuit éducatif, on s'en sert énormément en gym et je pense qu'en CrossFit, ça va énormément servir. Et je pense que si je peux apporter, moi en tout cas, personnellement, quelque chose dans le CrossFit, ça va être ça. Ça va être cette culture de l'entraînement en gym, cette culture de la rigueur aussi. Parce que là, je pense que dans certaines boxes et certains athlètes, je ne veux pas en faire une généralité, même si je pense que malheureusement, c'est le cas dans beaucoup de boxes ou chez beaucoup d'athlètes où ça manque de rigueur. Ça manque de rigueur dans l'entraînement.
quand on va expliquer à quelqu'un qu'avant avant de faire des muscle-up, il va falloir s'empiler déjà à peu près 3 ou 4 mois de traction et de dips au tempo, c'est vrai qu'il n'y a rien de très glamour, il n'y a rien de très sympa. Mais par contre, c'est un travail qu'il va falloir faire et qui est inéluctable. Après, moi, ce que j'ai développé dans l'univers de la gym, ou ce que la gym m'a permis plutôt de développer, c'est de varier les situations d'apprentissage. Et là, on va rejoindre ce qu'on a dit tout à l'heure dans la première partie. Étant donné que je travaille avec des enfants, le phénomène de lassitude arrive beaucoup plus rapidement que chez les adultes. Donc, il va falloir essayer de varier constamment en fait, les outils de travail. Il va falloir varier aussi les exercices, même si on va rester toujours sur la même base de travail. Si on prend l'exemple d'un simple pull-up, on va faire des fois aux anneaux, des fois on va faire avec des bougies. C'est les deux espèces de tiges comme des cordes en fait, comme des cordes sauf que c'est rigide. Un peu ce qu'on se sert pour les pegboards, mais sauf que c'est vertical. On va se servir d'une barre fixe, d'une barre asymétrique en variant sur les diamètres. Là, il n'y a pas longtemps, je leur ai fait faire du travail de traction suspendu à des élastiques. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'avoir un support rigide, on l'a fait sur un support mou avec une notion de rebond. Ça permet d'apporter aussi un cadre un peu plus ludique et ça permet de rendre la préparation physique un peu moins monotone. Parce que va expliquer à un gamin à 8 ans que la préparation physique, c'est indispensable dans la gym et qu'il va falloir qu'il monte en haut d'une corde à 6 mètres, qu'il redescende jusqu'en bas. Il va te poser la question de à quoi ça sert dans la gym de faire ça. Une fois qu'il sera redescendu, qu'il aura serré un petit peu les jambes fort à la corde, qu'il se sera brûlé, qu'il va falloir que tu le réexpliques, qu'il va falloir qu'il en refasse à peu près 100 durant toute sa saison, c'est compliqué. Donc forcément qu'il va falloir arriver à développer des astuces d'entraînement, etc. Et je trouve que ça, la gym, pour le coup, c'est véritablement une mine d'or dans l'entraînement pour le CrossFit. C'est que dans le CrossFit, on parle souvent de variété dans l'entraînement. Mais en fait, ce n'est pas de la variété dans l'entraînement, c'est de la variété dans les situations d'apprentissage, je pense, qui est véritablement intéressante. Et même au sein de chaque mouvement, si tu veux parler d'une traction, par exemple, comme tu as dit, la variabilité que tu arrives à instaurer avec les enfants au travers de ces juste des outils différents, des situations différentes, ça donne une base de travail qui est tellement plus large ensuite pour faire monter cette pyramide plutôt que d'être juste, non, on fait juste des tractions à la barre fixe et c'est la seule chose qu'on fait en fait. Alors que non, si on arrive à vraiment être large, non seulement sur les différentes compétences motrices, qu'on parle d'haltéro, de gymnastique, de monostructurel, mais aussi ensuite en plus micro si on veut, sur chaque exercice, est-ce qu'on peut avoir un panel large si on parle d'un squat, est-ce qu'on peut faire un shrimp squat, est-ce qu'on peut faire un C6 squat, est-ce qu'on peut faire un squat avec une barre, avec un kettlebell, avec des haltères, avec toutes ces situations. etc. Exactement. C'est ce qui est hyper intéressant. Je me permets de rebondir sur ce que tu es en train de dire. C'est justement la variété des outils dont on a à disposition dans l'univers de la gym. Tu as eu l'occasion de parcourir un petit peu mon profil et c'est pour ça qu'on a cette discussion aujourd'hui ensemble. Mais tu as remarqué que j'utilisais plein d'outils et qu'il y a beaucoup d'outils que j'ai moi-même créés. Parce qu'en fait, j'ai été confronté, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses, certaines contraintes auxquelles je ne pouvais pas répondre et que le matériel ne correspondait pas forcément aux situations d'apprentissage que je voulais mettre en place. C'est très simple en fait. J'ai créé mes propres outils. Et ces propres outils, tu vois, je les ai fait découvrir aux gens de la boxe à Guillaume et ils m'ont dit ouais, c'est génial, limite c'était révolutionnaire. Alors qu'en fait, on était toujours en train de faire des tractions, toujours en train de faire des dips et toujours en train de faire des pompes. Ça n'avait absolument pas changé. Et Guillaume, ça l'a fait sourire en disant mais vous foutez vraiment de ma gueule. Parce que quand je vous fais faire des tractions, des dips, du strict, etc., ça vous saoule. Thibaut, il est en train de vous faire exactement la même chose, simplement parce qu'on avait varié les supports en fait. Et eux, le fait de varier les supports, ils avaient l'impression qu'on révolutionnait véritablement le travail. Alors qu'en fait, nous, on avait juste modifié les supports. Donc, ce qui veut bien dire en fait que simplement en modifiant les supports d'apprentissage, déjà, ça a un impact qui est absolument énorme. Ça permet de casser cette monotonie. Et comme tu disais, même des fois, un simple exercice va faire du deadlift. Tu fais du deadlift avec une barre, tu fais du deadlift avec une fat bar, tu fais du deadlift avec des kettles, avec une plate. Il y a tellement de manières de stimuler différemment les méthodologies d'apprentissage que je pense que la gym a vraiment une très, très grosse richesse à apporter au CrossFit, tant dans la rigueur et dans la discipline que cela peut apporter, que la
discipline peut apporter au CrossFit, mais aussi sur ces aspects, variables, quoi. Moi, là, tu vois, dans les programmations, je leur ai demandé au début des programmations, est-ce que tu es plutôt un athlète assez cartésien et qui, voilà, je te donne une programmation, tu vas la suivre quoi qu'il en soit, ou tu as plutôt tendance à être sujet à la variabilité, c'est-à-dire est-ce que tu aimes bien varier différents. Parce que ça, c'est hyper important aussi. Ouais. Quand tu entraînes quelqu'un, il faut aussi le connaître. Il faut apprendre à connaître quel profil il a. Est-ce que il a le profil d'un petit soldat où il va écouter à la lettre ce que tu vas lui mettre en place, ou est-ce que de temps en temps, il a besoin d'avoir un petit peu un espace de liberté, un espace où il va pouvoir faire sa propre expérience de l'activité. Donc ça, c'est hyper important. Et je me suis rendu compte, tu vois, sur les 5 progs, j'en ai 3 qui ont le même profil, 2 qui ont le même profil, 2 qui sont très, très militaires et 3 autres qui sont un petit peu où il y a besoin de plus de variabilité. Et ben, les programmations, elles varient. Tu vois, j'essaie d'utiliser des outils un petit peu plus différents, divers et variés. Tu vois. Donc ça, je pense que c'est aussi extrêmement intéressant et extrêmement important. Donc, tu as parlé longuement de ce que la gymnastique peut apporter au CrossFit. Pour passer à d'autres sports maintenant, quels éléments, quels principes de la gymnastique, de ton point de vue, ont un transfert sur la prépa physique sportive spécifique pour d'autres sports? Tu as parlé du pole dance, de la moto enduro, des sports qui sont quand même très, très différents de la gymnastique, Ouais, qui n'incluent pas nécessairement un élément de… Alors, le pole dance, oui, la moto… Ouais, la pole dance, Peut-être un petit peu moins en termes des demandes sur le haut du corps, en tout cas en termes de mouvement dynamique. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu de ces éléments et de ces principes qui ont un transfert vers d'autres sports? Ouais, alors comme tu disais, ouais, la pole dance, c'est finalement la discipline la plus proche, c'est même très très similaire en fait. C'est très similaire au sens où c'est une discipline artistique où on retrouve les mêmes contraintes, les contraintes de souplesse, les contraintes de gainage, les contraintes d'alignement, les contraintes de grip. Donc on est sur une discipline en fait qui est vraiment très très similaire par rapport à la gym. Je suis embêté par une mouche. Qui sont très similaires. Par contre, sur tout ce qui va être vélo, moto, enduro, etc., là, c'est des gens qui m'ont fait appel vraiment pour le renforcement sur la partie haut du corps et sur la partie gainage. Ouais. Je vais m'attarder peut-être un petit peu plus sur la partie gainage parce que c'est je pense, la partie la plus transférable dans tous les sports. Et en plus de ça, la gym a une richesse particulière sur la notion de gainage. Alors pour ceux qui ont pu suivre des épisodes d'Aurélien Broussel sur son podcast, il a fait un podcast justement sur la notion de gainage, quelle expression peut prendre le gainage. Et je trouve que dans ce podcast, c'était très bien décrit, où il expliquait en fait que le meilleur gainage, en fait, c'était le gainage en mouvement. Et or, dans toutes les disciplines, le gainage s'applique dans un gainage de mouvement et non pas dans un gainage statique. Il y a très peu de disciplines où on va se mettre en appui sur les coudes et sur les pieds et on va rester 1 minute en fait. Alors oui, on est d'accord, c'est une méthodologie de travail, etc. C'est du travail isométrique, on en convient. Par contre, vraiment, l'intérêt de la gym et de la transférabilité du gainage en gym, c'est vraiment cette faculté à rester gainé en mouvement. Si on prend la meilleure expression du gainage en gym, c'est sur les notions, par exemple, acrobatiques. Lorsqu'on va devoir faire par exemple un salto avec une vrille, ce qu'on appelle une vrille tout simplement, donc c'est un salto avec une rotation longitudinale, où on va mettre une pirouette dans un salto. Là, l'expression de gainage, elle prend tout son sens. Parce qu'on va devoir rester gainé dans un plan transversal, mais en même temps, rester gainé pour effectuer une rotation longitudinale. Donc là, quoi de mieux en termes de gainage? Là, on est dans un gainage dans différents plans, dans différents niveaux d'accélération, qui fait que le gainage s'exprime à son plus haut niveau d'intensité. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a vraiment une capacité à être très, très pertinent en termes de gainage en gym. C'est qu'en fait, la particularité de la gym, c'est un sport d'autopropulsion, d'autoprojection, c'est-à-dire que c'est notre propre corps qui va être vecteur et moteur de l'action. On va interréagir avec un agrès, certes, mais c'est des actions motrices de notre corps qui vont créer le mouvement et qui vont créer le geste. Donc ça en termes de gainage, il n'y a rien de mieux que cette définition de la mise en tension.
Donc, je pense que c'est vraiment la richesse qu'on a et c'est ce qui fait que c'est vraiment transférable de partout. Moi, je m'en suis rendu compte, par exemple, je te donnais l'exemple tout à l'heure sur le triathlon. Je me suis mis au triathlon, j'ai un vélo aéro, donc un vélo triathlon assez spécifique. Ou quand on se met dans la position aéro, c'est-à-dire les coudes posés sur le cintre et qu'il faut tenir cette position pendant un moment, si on n'a pas un bon niveau de mobilité, de souplesse et surtout si on n'a pas un bon niveau de gainage, eh ben, c'est très dur de maintenir cette position. Et là, pourtant, on est dans une position de gainage en mouvement, dans une position de gainage dynamique. Donc, cette notion-là de gainage, elle implique plusieurs choses. Elle implique des niveaux de mobilité, elle implique des niveaux de souplesse, mais elle implique aussi des niveaux de force. C'est-à-dire générer de la force dans une position de gainage. Donc, vu qu'on est toujours en instabilité en gym, on a l'instabilité par rapport, notamment si on prend l'agrès du cheval d'arçon, où on est dans une instabilité permanente. On va avoir un agrès, par exemple, comme la barre fixe, où on va être dans un mouvement de gyration, mais avec des changements de plan. Donc là, c'est pareil, l'expression du gainage va être très puissante. Et du coup, cette expression de gainage en mouvement, c'est une chose qu'on retrouve, par exemple, énormément chez les pilotes moto et chez les pilotes VTT. C'est une chose où il va falloir arriver à dissocier la machine du corps lors de virages, lors de changements de rythme, lors de changements de direction. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement transférable et c'est les gens qui ont fait appel à mes compétences sont venus me chercher justement pour ces compétences-là. Et en plus de ça, sur les compétences de renforcement, sur tout ce qui va être la ceinture scapulaire, donc sur le haut du corps, sur des enjeux également de stabilité et surtout des enjeux de prévention des blessures, des enjeux de prévention au niveau notamment de la ceinture scapulaire. Donc voilà l'expression un petit peu de la transférabilité de la gym. Et puis, bien entendu, j'en ai parlé un tout petit peu précédemment, c'est les notions de souplesse et de mobilité. Parce que quelle discipline de mieux que la gym ou encore la danse en termes de souplesse et de mobilité. Je pense qu'on a vraiment un domaine d'expertise qui est extrêmement intéressant. Et quand on sait à quel point la souplesse et la mobilité sont sujets à discussion de manière régulière, même quand on voit que les spécialistes ne sont pas forcément toujours très d'accord. Moi, je peux vous dire que j'ai une expérience de terrain de 25 ans et je sais aujourd'hui véritablement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais encore une fois, il ne faut pas faire une généralité. Et la richesse de la gym fait qu'on peut justement s'adapter aux différentes disciplines sans faire une généralité d'un modèle spécifique. Je pense que c'est vraiment la force de notre discipline et de notre activité. Thibaut, c'était un plaisir de te recevoir. J'ai quelques petites questions pour terminer avec toi, si on peut essayer de les faire en format réponse courte. Ouais, pas de souci. Quand tu t'entraînes, avec ou sans musique? Toujours avec. T'écoutes quoi? Avec pour des facteurs de motivation. Franchement, j'écoute vraiment absolument tout. Ça va de la variété française à du hard rock, en passant par de la pop. Donc vraiment, ouais, j'écoute vraiment de tout. Mais ouais, indispensable. Si tu pouvais changer une chose dans le monde de la gym en 2020, qu'est-ce que ce serait? Waouh, question difficile. Peut-être qu'on se prenne peut-être moins au sérieux et qu'on apporte peut-être une dimension un petit peu plus fun de la gym, comme j'ai pu le dire précédemment, et qu'on dédramatise un petit peu les aspects, qu'on s'ouvre peut-être un petit peu plus au monde extérieur et aux disciplines extérieures. Si tu avais un livre ou une ressource qui ne parle pas d'entraînement spécifiquement à conseiller à l'audience, que ce soit pour les coachs ou les athlètes? Waouh, là encore, c'est une question. Je déteste lire. J'ai horreur de lire. Mais alors, pour le coup, ça ne va pas être un livre. Mais par contre, je vous conseille de regarder le reportage sur Netflix sur les coachs. J'ai plus en tête le nom de la série. En tout cas, c'est une super série. Là, j'ai regardé. C'est plusieurs coachs en fait, qui interviennent et qui expliquent un petit peu leur parcours, etc. C'est super intéressant. Une chose à retenir de l'interview pour les athlètes et les coachs qui t'écoutent? Je pense que il faut retenir il faut pas se limiter, il faut pas se barriérer à sa discipline, il faut aller chercher la compétence ailleurs et en tout cas aller la chercher là où elle est, ne pas avoir peur d'aller taper à des portes, d'aller demander aux gens et surtout de travailler, de manière régulière et de pas attendre la reconnaissance en se disant j'attends la reconnaissance pour continuer ou la validation des gens. Travailler et puis si ça marche,
tant mieux. S'il y a des accros, ça ne marche pas, bah, tant pis. On se remet au travail et c'est comme ça je pense que c'est la meilleure manière de progresser et d'échanger avec un maximum de gens. Avant de terminer, je voulais que tu prennes juste 2 minutes pour parler du séminaire que tu vas tenir ici à Basics chez David. Est-ce que Ouais. tu peux dire un petit peu ce que tu vas aborder, etc. Alors ouais, j'ai eu de la chance d'être reçu par David du côté de chez Basics. Ça sera un plaisir, on s'est rencontrés cet été et ça sera un plaisir de venir au sein de sa structure. Donc bah, bien évidemment, vous l'avez compris, durant l'intégralité de cette interview, on va parler énormément gym. On va parler justement méthodologie de travail, on va parler différents supports. Et ce qui sera intéressant, je pense, lors de ce séminaire, c'est qu'on va aussi aborder les thématiques de transférabilité, comme on a pu l'aborder de manière assez brève dans ce podcast, mais là, ça sera vraiment de manière beaucoup plus large et beaucoup plus précise. Donc, je pense que ça va être vraiment un super séminaire. Ce que j'adore chez David, justement, c'est qu'il a cette notion CrossFit, mais en même temps, il se sert de la méthodologie CrossFit par rapport à sa pratique, lui, dans les arts martiaux. Donc, je Mhm. trouve ça hyper intéressant. On a un petit peu la même vision des choses, la même manière d'aborder et de concevoir les choses. Donc, je pense que ça va vraiment être un super séminaire. Je vous encourage vraiment à venir si vous êtes disponible et si la discussion qu'on a pu avoir aujourd'hui vous intéresse, parce que ça sera dans le prolongement de la discussion qu'on a pu avoir. Et je pense que ça va être vraiment un super séminaire, donc qui sera forcément orienté un petit peu plus CrossFit et notamment sur les notions gym, mais on pourra parler aussi de plein d'autres choses. Ouais, donc pour tous ceux qui sont soit en Suisse, soit pas trop loin de la Suisse, soit qui sont prêts à voyager, je mettrai le lien dans la description du Ouais, podcast pour super, ceux c'est qui sont top. intéressés à participer à ce séminaire. Thibaut, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Où est-ce que les gens peuvent te trouver sur les réseaux? Alors, sur les réseaux sociaux, je suis particulièrement présent sur Instagram. Donc, Thibaut Soubera, je te donnerai également le lien. C'est aussi simple. Thibaut, Thibault, Soubera, Soubeyrat. Vous me trouverez facilement sur les réseaux sociaux. J'ai ouvert également une deuxième page qui est vraiment beaucoup plus consacrée aux routines d'entraînement, aux routines de travail plus orientées pour le CrossFit avec des WOD de temps en temps que je mets en poste. C'est TS Gymnastics Concept. Donc là, pareil, je te donnerai le lien pour que tu puisses l'intégrer si tu le souhaites. Absolument. Et en principe, voilà, je suis très présent sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, si vous souhaitez discuter programmation, etc. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà pour ce qui est un petit peu des réseaux sociaux. Je suis un petit peu sur YouTube, mais ça prend beaucoup de temps et je n'ai pas forcément assez de temps à y consacrer. Mais par la suite, j'aimerais développer un petit peu plus ce secteur. Donc voilà, vous pouvez me retrouver. Merci à toi Thibaut pour cette super conversation et de nous avoir donné une petite intro, une petite vue dans ton monde de la gymnastique. C'est vraiment super. Écoute, je te remercie en tout cas 1000 fois pour l'invitation et je vous encourage vraiment à suivre ton travail parce que moi, ça fait peu de temps que je te suis, mais en tout cas, depuis le peu de temps que je te suis, je trouve ça hyper intéressant et c'est surtout génial que tu puisses donner la parole à des acteurs divers et variés du monde du sport et que tu puisses permettre à chacun de faire découvrir un petit peu l'univers qui est le nôtre. Donc, en tout cas, merci à toi. C'est un plaisir. Merci Thibaut. Bonne journée à Pas toi. de souci. Salut, Ciao. ciao.